Salut à tous, bienvenue dans cette seconde édition du Dîner des chefs. Un dîner qui rassemble ce soir des Chief Technical Officers de sociétés AdTech, MarTech, mais également médias, qui vont nous parler de leur métier, des enjeux et de l'actualité qui égrène leur quotidien. Sans plus attendre, je vous invite à retrouver nos invités. Roulement de tambour. CTO, geek ou pas geek, où est le juste milieu? Stéphane, si tu peux nous expliquer un petit peu le contexte. Stéphane geek. Moi j'ai la réponse. Non, mais pour moi, Elle était facile celle-là. C'est terminé. Personne suivante. Prends l'enveloppe suivante. Alors, un petit commentaire si tu veux quand même. La question en fait que je vous propose de débattre en apéro, c'est faut-il être geek pour être CTO? Est-ce que c'est pas aujourd'hui peut-être un handicap d'être trop geek quand on est CTO? Parce que j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et dans certains cas et dans certaines sociétés, c'est aussi vraiment important de pouvoir geeker, toucher au code. Voilà, c'est cette perspective qui m'intéresse de connaître la relation quelque part à la chose technique dans l'univers du CTO. Ça dépend ce qu'on met derrière ce mot geek. Moi, l'interprétation que j'en ai, c'est plutôt quelqu'un qui aime la technologie, qui est plutôt réservé, potentiellement barbu, qui aime jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'est ce cliché-là. Ouais. Non, en effet, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire d'être geek pour être CTO. Il n'est pas nécessaire d'être geek pour être développeur. Il n'est pas nécessaire d'être geek pour être dans la tech. Évidemment pas. Je pense que justement, c'est la pluralité des talents et la pluralité des états d'esprit de chacun qui font que la tech mûrit petit à petit. La diversité, bien évidemment, dans la tech, qui fait que la tech est de plus en plus forte. Donc non, c'est absolument pas réservé aux geeks. Et le métier de CTO encore moins, parce que le métier de CTO, c'est avant tout un métier de communicant. Et donc, si on met derrière ce mot geek quelqu'un qui est plutôt réservé derrière son ordinateur et qui aime jouer aux jeux vidéo, et alors évidemment, je pense qu'il faut un petit peu sortir de cela pour aller chercher le business, discuter avec les DG. Voilà, je pense que ça, c'est important. Merci Sacha. À l'instant, tu parlais de diversité et ce qui peut aussi sauter aux yeux, et je le dis d'entrée de jeu, c'est que nous avons un univers très masculin. J'aimerais avoir ton avis, Priya, sur justement cette dimension geek ou pas geek dans le domaine, en tant que CTO. Sacha vient de nous dire qu'il fallait de la diversité, mais qu'il fallait pas forcément être geek pour avoir ce type de poste. Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que geek ne s'accorde pas au féminin, quand on regarde dans le dictionnaire. Ça m'a l'air d'être non-genré, voilà. Donc voilà, pour moi, j'ai déjà pu en parler. La technique, la pub, le digital, c'est pas une question de genre, c'est une question de passion. C'est une question d'être une tête chercheuse, d'avoir envie, j'ai employé le mot valise, mais d'innover, d'aller tester des nouveaux territoires, de comprendre des problèmes aussi. Donc être analyste. Tu disais communicant, être analyste, être manager, hein, quand même, on est aussi on est là pour développer des talents, aller chercher d'autres têtes chercheuses. Donc non, pour moi, il n'y a pas de genre, il n'y a que de la passion. Moi, j'interviens extérieur parce que je ne suis pas CTO pour le coup, mais je pense que ça dépend des boîtes. C'est-à-dire que, et on a un exemple ici, quand c'est une boîte dont le cœur de métier est sur le produit, et forcément, sur le CTO, il faut quelqu'un qui met un peu plus les mains dans le cambouis. Et puis après, c'est une question de taille et de maturité. Au début d'une histoire, on est une start-up de 5, qui est une boîte techno. Le CTO, il faut qu'il fasse le code, quoi. Tu as fait la version 1 de votre produit. Hein, donc et après, quand ça grandit, les enjeux CTO sont un peu différents. J'imagine que c'est plus business, plus stratégique, plus relationnel avec le business, comment ça fonctionne. Donc du coup, la fonction CTO, elle évolue en même temps, quoi. Donc ça dépend vraiment de la boîte, et ça dépend si c'est une boîte techno, enfin la taille, et ça dépend si c'est une boîte techno ou si c'est une boîte générale, on va dire, dans laquelle la techno a de l'importance, mais qui n'est qu'une des fonctions, quoi. Du coup, les besoins ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que chez des éditeurs généralistes, avoir quelqu'un qui est trop geek, qui peut-être pense trop à la techno et compagnie, il n'arrive pas à cibler son audience, en fait. Donc, je pense que c'est important d'avoir un prisme un peu large par rapport à ça. Et de comprendre son audience, en fait, aussi. Pareil, pas CTO. Donc, en revanche, qu'on voit, et je te rejoins Gaël, c'est qu'en fait, a fortiori dans mon domaine média,
le sujet tech, il est petit à petit passé de quelques personnes qui le comprenaient à une nécessité d'une culture générale tech. On a un nouveau PDG chez TF1, Rodolphe Belmer, et dans sa dernière intervention, il parle du monde cookieless. C'était inenvisageable le PDG précédent et encore moins le PDG d'avant. C'est un détail, mais c'est un symbole que les sujets geek, tech, en fait, ils ont petit à petit imprégné toute la boîte. C'est encore progressif, il y a encore du boulot à faire, mais qu'ils sont plus réservés à justement un petit groupe de tech. Et justement, et peut-être juste le défi du CTO, un peu ce que tu dis, il faut plutôt infuser et communiquer que garder pour soi. Ouais, c'est pas pour autant qu'il faut pas comprendre la tech et pas éventuellement la maîtriser. C'est un autre. En fait, la question c'est de savoir quand tu deviens manager et au manager, est-ce que tu continues à rester dans l'opérationnel? Quand tu es CTO et que tu continues à coder, si tu fais le choix de coder, c'est ton problème. C'est mon cas. Mais pas tous les CTO le font et je comprends totalement que des CTO. C'est un coming out en fait. Moi aussi. Parce que moi, personnellement, je peux pas m'en passer. Tu vois, c'est vraiment une addiction, le code. Mais par contre, il est vrai qu'il y a d'autres managers, CMO, CFO, qui ne peuvent pas s'empêcher de rester dans l'opérationnel. Et puis bon, on est libre de faire un peu ce qu'on veut quand on aime le faire, non? Je pense que tout a été un petit peu dit quand même, et je suis assez en phase avec ce que tu disais sur le fait que ça dépend quand même aussi de la taille de l'entreprise, évidemment. Quand on crée un produit au départ, il faut être forcément totalement dedans. Après, c'est, je sais pas ce qu'on met derrière le mot geek, mais en tout cas passionné. Et oui, mettre les mains dedans, ça c'est clair. Et puis après, sur des entreprises de taille beaucoup plus importantes, je pense que c'est moins nécessaire. Mais par contre, il faut garder évidemment cette culture et la diffuser au maximum, parce qu'aujourd'hui, la tech, elle est au cœur de tous les business. Donc, de toute façon, il faut qu'elle soit en effet représentée au maximum et à minima comprise par le plus grand nombre de personnes. Alors moi, je suis pas CTO, mais j'ai vu pas mal de CTO déjà dans ma courte carrière. Je sais que mon attente, en fait, c'est d'avoir ce juste milieu entre geek et pas geek pour un CTO. C'est-à-dire, le CTO, pour moi, c'est quelqu'un qui a deux attributs très forts sur la gestion d'équipes de geeks. Donc, comprendre ces individus-là, ces personnalités-là, comment ils fonctionnent. C'est de moins en moins simple. C'est de moins en moins simple. Je pense que ce sera un sujet du dîner. Et la curiosité qu'on peut avoir quand on est un geek, d'aller comprendre des nouveaux langages, apprendre des nouveaux langages, etc. Ou des nouvelles technologies, ça aussi vous en parlerez. Donc ça, ces deux attributs-là sont importants. Puis la facilité à le vulgariser effectivement vers le reste du board, puisque quand on est CTO et qu'on est avec le CEO, le CMO, le CFO, arriver à expliquer simplement les enjeux techniques qui peuvent paraître un peu complexes et obscurs quand on est juste dans la partie geek. Donc voilà, et en fait, moi, ce sujet-là, il rejoint aussi un autre sujet que j'ai souvent en tant que CEO quand je m'adresse aux membres du board ou à des investisseurs. En fait, ils arrivent souvent au sujet, mais boîte tech ou pas tech. Et je voudrais juste conclure là-dessus. Je suis content qu'on ait ce dîner sur les CTO parce que la pub, les médias, ça a devenu un monde extrêmement technique et technologique. Et en fait, la question clé, c'est est-ce que c'est vraiment une fierté d'être dans une boîte qui a suffisamment de tech, c'est notre cas chez Mediaretnix, ou pas assez de tech, et peut-être que l'enjeu, c'est de le devenir, parce que la tech, c'est pas la notion d'avoir de la tech pour la tech, mais c'est de créer plus de valeur pour son audience, ses clients, etc., grâce à la tech, en fait. Et ça, c'est un enjeu qu'on a tous à l'esprit, je pense, ce soir, avec ce dîner. Merci à vous, en tout cas, d'être là, et je vous souhaite un très bon appétit, un très bon dîner ce soir. Alors, comment font les CTO pour rester à la page ? Est-ce que tu peux développer, Stéphane, l'esprit de la question ? Bon, alors, cette question est peut-être un peu plus lisible que la première. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager, qu'on puisse partager ensemble les moyens de s'informer, les routines ou les bons plans pour rester dans le coup. Voilà, que ce soit de manière
complètement professionnel avec des salons, avec je sais pas, des newsletters, des consultants, enfin plein de gens qui sont autour de nous, mais aussi de manière plus personnelle avec des sites qu'on regarde, des gens qu'on suit sur Twitter ou ailleurs. Enfin, partager un peu tout ça, parce que c'est aussi intéressant de voir comment les gens restent informés et restent dans le coup. Mais alors, Jérôme? C'est un petit peu tout ça. Moi, je crois que il y a tout le travail d'équipe, hein, et à un moment donné, quand on manage, on a des équipes avec des spécialistes aussi. Donc, c'est l'échange, l'interaction, il est essentiel. Et pour du coup rester à jour sur toutes les connaissances et les nouveautés, il y a en effet tout ce qui est aujourd'hui, on peut facilement se former quand même, s'auto-former, c'est quand même hyper simple. E-learning est accessible à tous, donc ça c'est hyper important. Et puis après il y a les échanges avec les pairs aussi, du coup. Je pense que c'est quand même essentiel de pouvoir partager avec les gens qui font le même métier et de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour du coup pouvoir aussi soi-même aller regarder un petit peu si c'est transposable et envisageable. Et puis après, bon, comme évidemment, chaque entreprise est quand même forcément différente. Il peut y avoir des très bonnes technologies, mais qui ne sont pas forcément applicables à l'entreprise dans laquelle on est, parce qu'il y a un historique, parce qu'il y a tout plein de choses. Donc voilà, je pense que aussi ça doit être différent en fonction de chaque entreprise, quoi. De ton point de vue, Sacha? C'est une très bonne question, parce que je pense qu'en fait, à elle seule, elle représente un peu l'essence même de la technologie et du CTO. Rester à la page quand tu es technicien, en fait, ça fait partie de ton métier. Si tu te laisses dépasser, bah, ça veut dire que tu vas changer de métier un jour ou l'autre, en fait. C'est une lutte de rester à la page, parce que ça va très très vite. On le voit particulièrement en ce moment. Ça va très très vite. C'est une lutte, mais en fait, avec la passion, ça devient beaucoup plus simple. Donc, je pense que déjà, quand on est passionné, on sait aller chercher l'information et puis surtout, elle nous intéresse. Moi, pour ma part, oui, je suis abonné à une newsletter qui m'informe beaucoup. Des noms. TLDR qui est exceptionnel, voilà. Super newsletter. Je suis aussi membre du réseau TechRox, donc, dans lequel il y a la majorité des grands CTO français. Et on échange beaucoup. Je fais de la veille aussi avec eux. Puis avec mes équipes, bien évidemment, on s'échange les informations. Mais voilà, c'est assez facile quand c'est sa passion, en fait. Gaël, de ton côté, comment tu fais pour rester à jour? Alors, moi, je suis pas forcément CTO, mais par contre, c'est vrai je pense que c'est hyper important d'avoir ce rapport avec les CTO. Et c'est vrai que c'est ce qui a toujours été le cas chez nous, hein, c'est qu'on a ce point où c'est l'interaction entre l'opérationnel et le CTO. Et c'est un point qui est étonnant, c'est est-ce que c'est le CTO qui doit tirer l'opérationnel sur quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est l'opérationnel qui doit dire tiens, moi je veux ce truc-là, je veux arriver jusque-là, et quel est le bon moyen pour y arriver, quitte à ce qui est de l'innovation. Et ça, par exemple, le Web 3, est-ce que c'est quelque chose qui a été énormément poussé ces derniers temps, et on a senti assez rapidement, ou les NFT, on a senti que il y avait pas, on savait pas encore qu'est-ce qu'on y mettait derrière. C'est génial, il y a une innovation technique, mais qu'est-ce que opérationnellement on va commencer à pouvoir faire? Et en fait, le sujet a été lancé sans aucune sortie business qui était derrière. Donc c'est un peu cette interaction-là, moi, qui m'intéresse, savoir comment on pousse. Philippe? Ouais. Comment tu fais pour être toujours à la page? Pas mal de veille internationale. En tout cas, moi, sur mon métier, parce qu'en fait, tous les médias, broadcasters sont confrontés sensiblement aux mêmes tectoniques, tu vois, aux mêmes tendances. Donc, on a essayé d'un peu... alors, c'est pas industrialisable, mais en tout cas de se dire, il y a plusieurs moments dans l'année où il faut aller... pour un TF1, aller passer du moment avec ProSieben, passer du moment avec un Channel 4, passer du moment avec un NBC. Et quelques référents, alors il y en aurait plein d'autres, hein, mais en tout cas, c'est des boîtes où il y a des visions tech, il y a des choses intéressantes, il y a souvent une dynamique d'innovation. Ça ne veut pas dire en effet ce que tu dis, il n'y a pas tout à apprendre, c'est jamais transposable exactement. Mais ce côté homologue international, il est hyper intéressant parce que tu vois des
tu vois des façons d'aborder les problèmes qui peuvent être complètement différentes de la tienne. Sur la tech, les Allemands, ils sont ultra wall garden, protection, anti-GAFA, tech propriétaire, qui est C'est ultra c'est un grand parti pris. Ouais. et qui est ultra disruptif pour d'autres marchés. D'autres qui vont être techno de marché, mais dans une sorte d'architecture de domino où ils ont mis tellement de tech que tu as du mal exactement à retrouver qui fait quoi. Les Anglais sont champions de ça, c'est quand tu te demandes leur tech, il y en a tellement que tu te dis mais vous avez vraiment mis tout ça. Il y avait... Donc, mais dans tous les cas, c'est intéressant. Les Américains, côté NBC, un petit côté esbrouf, et ils te présentent des trucs, ça te fait rêver, ils te font la démo de leur plateforme, tu te dis mais c'est naze, c'est complètement... Et ce n'est pas off. Mais non, c'est pas off, je pense que, alors pour le coup, alors je l'assume complètement, on n'a absolument pas à rougir en France ou en Europe de notre situation tech, quoi. J'ai pas été ébloui par certains acteurs américains, ou au contraire que j'ai trouvé même parfois plutôt old school. Hein, donc, non, il n'y a pas à rougir. Je pense que la dynamique tech startup, elle est réelle et présente en Europe. L'innovation, elle est là. Les acteurs, ils sont bons. Mine de rien, le RGPD nous a quand même tous poussés à essayer de se réinventer, et probablement, c'est peut-être pas à prendre un coup d'avance, mais en tout cas, je pense à gagner en maturité sur ces sujets de privacy. Donc, non, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas vu j'ai pas été complètement estomaqué par les US. Concernant la mise à la page, puisque là, tu viens de changer d'univers, justement. C'est parce que tu t'es mis à la page que tu as changé d'univers, certainement. Ouais. Quand tu changes d'univers, il faut se mettre à la page. Bref, ça marche dans les deux sens, mais ouais, c'est difficile, ouais. Et vous pouvez manger pendant qu'on parle. C'est un effort, c'est une bataille, ouais, c'est compliqué. Après, notamment parce qu'il y a beaucoup d'innovation et qu'il y a de la vraie, il y a de la fausse, il y a beaucoup de marketing aussi. Donc on a tous vécu ces dernières années, j'ai de l'IA, il n'y a pas d'IA en fait. Ouais. Là c'est la blockchain, donc il y avait aussi depuis quelques temps la blockchain. En fait il n'y a pas de blockchain. Bon bref, donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'innovation apparente qui n'est pas de la vraie innovation. Après, il faut se tenir informé. Je suis d'accord sur l'international. Moi, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis plutôt sur un périmètre international. C'est intéressant d'avoir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est essentiel. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de tech en France. Il y a une innovation incroyable en France, des startups dingues dans plein de domaines. Chez Yes, on a racheté des boîtes françaises qui faisaient des trucs complètement dingues. Les Américains étaient bluffés. Donc, effectivement, aucun complexe à avoir. Il y a de la vraie innovation solide en France. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, c'est nécessaire. Et je suis d'accord, c'est la curiosité quand on s'y intéresse. Et voilà, il faut y mettre du temps, quoi. Faut y mettre du temps, ouais. C'est à la fois important et compliqué. Merci. Stéphane, toi, comment tu fais pour te mettre à la page ? Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, je pense un peu comme Sacha, tu t'en rends pas compte. Ça te consume un peu, parce que j'y passe du temps sans m'en rendre compte. Mais moi, je m'intéresse pas que à la technique, mais moi j'ai mes petits rendez-vous avec Hacker News tous les jours. Je peux pas faire une journée sans avoir lu au moins les 50 premiers posts de Hacker News, parce que j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Priya parlait de passion tout à l'heure, c'est cette passion qui fait que tu passes beaucoup de temps sur ces lectures pour pouvoir te mettre à la page, et ouais, en fait, c'est ce qui te permet d'évoluer. Il y a ça, puis évidemment, je pense que, comme disait Philippe, moi je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'international. Discuter avec des gens, c'est important aussi, parce que il y a aussi beaucoup de bluff. Comme la technologie est devenue quelque part essentielle à l'innovation et à l'économie moderne, tu as aussi plein de tentations qui sont parfois construites sur des idées vraiment fortes, mais qui sont du bluff commercial. En fait, on peut en citer ce soir, mais on a... Ouais. Je pourrais, ouais. Mais on a dit qu'on se disait tout ce soir. Non, mais évidemment sur les NFT, voilà. C'est un classique, ça, mais je vais pas. Mais fondamentalement, moi, je pense qu'il y a des choses fantastiques qui se passent dans les cryptos. Il y a des anciens développeurs de MediaRhythmics qui sont partis récemment monter des boîtes. Et j'adore faire un déjeuner avec eux parce que c'est eux qui m'apprennent.
il y a une transition. Ils sont venus chez Mediarhythmics, je leur ai donné beaucoup de choses. Et maintenant, je suis ringardisé. Ils m'expliquent ce qui se passe dans la blockchain. Et j'ai l'impression vraiment d'un monde qui s'ouvre à moi. Je me dis, ah ouais, si j'avais une autre boîte à créer, peut-être que je serais là-dedans. Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses, c'est tellement fou ce qui se passe. Donc c'est ça qui est un peu... voilà, quand on est curieux, quand on est passionné, je pense être à la page, c'est pas si dur. Voilà, c'est un peu mon message. Mais ça prend un peu de temps, effectivement. C'est pas toujours... Est-ce qu'on va pouvoir payer Mediarhythmics en Bitcoin ou pas? Non. Non, parce que si ça ne tenait qu'à moi, et si on n'avait pas d'objectif, non, si on n'avait pas d'objectif de rentabilité à court terme, moi je crois beaucoup au Bitcoin dans la durée. Ouais. J'ai pas mis, pas le sujet de ce dîner, on pourra en faire un autre, mais voilà, mes contacts avec mes jeunes développeurs qui sont partis là-dedans, c'est intéressant. Non, mais ça dit, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que y voir clair dans les effets de mode et les tendances technologiques qui ne sont pas des effets de mode, qui sont des vraies innovations, c'est, je pense, le boulot de chacun d'entre nous. Ne pas céder à la tentation d'aller vers une techno parce que tout le monde en parle, alors qu'en fait, elle n'a aucune valeur pour ta boîte. Ça fait partie, à mon avis, de notre travail à tous. C'est le pragmatisme. C'est très compliqué d'adapter, de faire le choix au bon moment. Il y a une question du temps dans la technologie. Tu en parlais tout à l'heure. C'est parce que c'est une nouvelle technologie qu'il faut l'utiliser tout de suite pour ce projet, pour cette entreprise, pour cette situation. Parce qu'en fait, déjà, tu n'es pas trop sûr que tu auras les compétences pour la maintenir, pour la mettre en place, que ça sera finalement rentable. Donc voilà, il y a un calcul d'optimisation globale entre des compétences, les coûts, le risque. Donc on vient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être CTO, c'est pas être que geek, c'est aussi être gestionnaire, parce qu'en fait tu fais plein d'arbitrages tous les jours. Priya, tu voulais dire peut-être quelque chose sur le sujet? Oui, moi je suis pas CTO, donc je pars du côté du produit, du besoin métier. Je pense que ce que je fais beaucoup, c'est de se permettre de rêver, dans le sens où on se dit, ah tiens, et si on faisait comme ça? Et si on avait ce produit? Et puis après, on va bien voir comment on va le mettre en œuvre. Ça prendra peut-être une demi-heure avec un bon brainstorming, ou peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, c'est s'autoriser, de se donner un objectif qui va être un fil conducteur, qui va nous emmener dans une direction ou une autre, mais voilà, et tu vois, vraiment de rien s'interdire en termes d'envie, d'ambition, d'idée, parce que c'est ça qui va être moteur pour aller chercher des choses. Je pense qu'il faut aussi se sentir libre d'aller... on peut passer toute sa journée à faire de la veille, donc il faut se limiter, mais il faut aussi J'adore aller regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs. J'adore fouiller dans les codes sources, j'adore aller... Et pourtant, je suis pas moi-même, je suis pas dev, je suis pas tech dans le sens CTO du terme, mais j'adore faire ça pour un peu chiner, comprendre comment les uns les autres font, et surtout sortir de l'industrie. Parce que ça, c'est le risque, en fait. C'est qu'on a aussi un peu tendance à être dans le benchmarking de l'entre-soi, à regarder comment fait son voisin, et puis dans le mimétisme. Et c'est hyper important d'aller regarder ce qui se fait dans d'autres industries, de voir ce qui est réplicable, de se projeter, d'oser tester. Après, il faut évidemment des arbitrages. On peut pas tout faire, mais moi, ça m'est arrivé tellement de fois de partir en pleine ambition, en disant « Oh, cette techno, c'est super », c'est finalement pas du tout, mais c'est pas grave, parce que ça a soulevé tellement d'idées, tellement de nouveaux projets, etc., que ça, voilà. Se mettre à la page, c'est aussi rêver, chiner, aller voir ailleurs. Voilà. Il y a plein d'idées à la con qui finissent sur des vrais bons projets. Clairement. Ça s'appelle la sérendipité, il me semble. Ouais. Mais après, en fait, tu te rends compte que... filtres. C'est l'idée à la con retravaillée par plein de personnes qui finalement ont abouti au projet qui était valable. Mais néanmoins, il fallait quand même l'idée à la con au départ. Ouais. Mais alors, ce qui est aussi assez moteur, c'est la flemme. Ça, c'est bien. Ah non, mais attends. La tech, vas-y, explique-nous. La tech, c'est quand même l'automatisation, chercher des raccourcis, chercher des moyens d'aller plus vite. Et quand tu es animé de cette flemme et que tu dis comment je peux faire mieux en y mettant moins d'efforts, en mettant un peu d'effort au début ou en itérant, comment je peux faire? Et alors là, mais tu découvres des choses, tu développes des compétences, parce que moi, j'arrête pas de dire à mon équipe, mais ayez la flemme. Parce que ça va vous inciter à aller en dehors de ce que l'esprit
je sais pas, tu fais un reporting, bah oui, tu peux t'adresser ton reporting en copier-coller, ou tu peux dire, bah, et si j'utilise un système qui va me permettre d'agréger une API à droite, à gauche, qu'est-ce que ça va donner en y branchant une data vis? Ah bah tiens, tout de suite, j'ai la flemme, je gagne du temps et je développe encore plein de trucs derrière. Voilà. Ça en prend une idée basique, mais il peut y en avoir des tonnes, des comme ça. Les devs sont spécialistes. On est flemmards en puissance, mais c'est génial. Flemmards pas comme ça. mais des flemmards dans le beau... Pardon, excusez-moi. Ça sera peut-être mon joker un jour je vais vexer tout le monde. Non, pas du tout. Non, au contraire, j'assume. Je pense que c'est... Moi, je trouve ça super beau. Mais non, mais il faut. Tu vois, c'est ce qui fait que, voilà, on a sorti tellement de choses parce qu'on avait envie de trouver des solutions pour que la tech fasse pour nous. Voilà. Après, moi, c'est aussi ce que j'attends de mes partenaires technologiques. Moi, je suis côté... Utiliser la flemme? Non. Ça, non. Ça, évidemment non, pas. Jamais. Jamais. Ça, vous le gardez. Non, mais c'est, je trouve, une des valeurs ajoutées d'un partenaire tech pour une entreprise qui ne l'est pas naturellement, c'est justement d'être capable de lui dire ça, c'est une tendance, ça, c'est important. Ce que tu disais, faire le tri entre ça, c'est un vrai sujet, il faut qu'on l'explore ensemble. Ça, honnêtement, c'est du gadget. Ça, on l'a vu à l'international, c'est un vrai bon truc. Moi, c'est aussi ce que j'attends et ce que je peux apprécier chez mes partenaires technologiques. C'est aussi qu'ils ont, comme tu dis, ils ont une diversité de clientèle déjà. Eux-mêmes voient plus de choses, ils sont plus proches des sujets tech, donc c'est à eux aussi de me pointer, ça, faut que tu regardes. Alors justement, Gaël, tu es passé de média à justement acteur technologique. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, comment vis-à-vis de tes clients, tu peux leur dire, voilà, il faut regarder ça, et comment justement tu prépares le terrain pour leur dire, j'ai l'idée de l'année. Non, alors l'idée de l'année, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper important d'ouvrir ses chakras. Priya parlait de limites tout à l'heure, et c'est vrai qu'il ne faut pas se donner trop de limites. Et il faut essayer de se dire qu'est-ce qui marcherait le mieux possible pour tout le monde. Donc, on part dans l'esprit de se dire, quelque part, qu'est-ce qui a très bien marché ces derniers temps quand il y avait des cookies tiers, par exemple, c'était les GAFA, parce qu'ils ont réussi à faire d'une manière simple des choses en agrégeant la donnée, et alors qu'elles n'ont pas du tout de contenu. Je veux dire, elles le prennent aux éditeurs. Moi, j'étais un ancien éditeur il y a très peu de temps. Elles prennent tout aux éditeurs. Et simplement, elles ont cette puissance. Elles ont le reach, elles ont tout ça qui leur permet, et la technologie qui leur permet de le faire. Et là, on arrive peut-être dans une période où on va avoir une opportunité de renverser, enfin les éditeurs, les annonceurs vont avoir l'opportunité de remettre vraiment le contenu, la first party data entre eux, sans avoir ces intermédiaires, sans se faire spolier par les GAFA. Donc ça, c'est un moment qui va être assez intéressant. Et nous, on est là pour expliquer aux éditeurs ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent, d'une manière collective, reprendre la souveraineté de leur data et de la mettre en place. Donc ça va être notre rôle en tant que techno, mais techno proche de ces personnes-là. Donc montrer la voie, évangéliser, être un connecteur un peu. D'ailleurs, je trouve qu'on a pas mal de similitudes avec MediaRhythmix, parce que MediaRhythmix, pour moi, était toujours un connecteur. C'est quelqu'un qui essaye de relier différents acteurs de l'écosystème digital. Nous, on essaye d'optimiser ça avec les outils qui sont en place, et donc, par exemple, les DMP des éditeurs et des annonceurs. C'est peut-être la différence entre une bonne tech et une mauvaise tech, tu vois. Capacité... Le rôle de connecteur. Oui. Ouais. Le rôle de connecteur, c'est pour certaines techs, leur job, une fois qu'elles ont mis le pied chez toi, c'est d'aller essayer d'étendre leur périmètre au maximum et les suites, te rendre indispensable, les modules, et je t'en rajoute, et entre la bonne tech et la mauvaise tech, tu peux aussi justement la bonne tech, c'est de savoir être capable de savoir où est-ce qu'elle doit s'arrêter, et non seulement de te dire ça je sais pas faire, ça c'est pas mon métier, ça c'est pas mais en plus te mettre en relation avec le mec qui potentiellement
qui, selon elle, sait bien faire. Te mettre de l'huile dans toutes les rouages du programmatique, du digital et compagnie. Savoir dire je ne sais pas, quand on est une techno, c'est valable pour vous qui non. êtes client? Non. Jamais. Mais je ne sais pas, mais j'ai une alternative. Moi, je pense que ce qui est important dans une tech, c'est donc bien sûr d'emmener son client plus loin. C'est quand même son rôle. Pousser les frontières, mais aussi écouter. Pour moi, une mauvaise tech, c'est une tech qui ne sait pas écouter son client. C'est une tech qui ne sait pas l'emmener, l'accompagner vers aussi la réponse à ses besoins et qui essaie de faire rentrer un rond dans un cube, de lui vendre sa suite avec ses usages, de débarquer chez elle, de lui expliquer comment comment travailler. Pour moi, c'est pas ça une bonne tech. Et je suis très très frustrée. Je challenge beaucoup mes partenaires parce que justement, on travaille sur des relations quand même sur le long terme. On peut pas se permettre de brancher, débrancher tout le temps des technos. On n'a pas le temps. Donc quand on en prend une, on part sur 3 ans en général au moins de partenariat. C'est souvent, il y a le cycle de l'adoption, une vitesse de croisière, et puis la 3e année, est-ce que c'est le divorce, l'amour dure 3 ans, tu vois, c'est un peu ça, hein. Mais donc, L'amour du coup, dure 3 ans. Non, mais c'est vrai, je l'observe hyper régulièrement, mais pour dépasser la 3e année, il faut que cette techno, elle puisse l'emmener ailleurs, mais pas faire de sortie de route. Et donc, du coup, aussi écouter. Et souvent, moi, je me suis retrouvée à quitter des techs parce qu'on était hors sujet, on était plus dans l'écoute. Donc non, faut les challenger, on ne peut pas dire non. Jamais. Mais Médiarhythmique, ça a souvent répondu comme ça, en mode yes we can, ok, on va tester. Toi, le premier, aller chercher, refouiner comment est-ce qu'on pourrait imaginer tout de suite ça. Et ça, c'est vachement, c'est une super approche de l'accompagnement client, je pense. On était déjà un peu dessus tout à l'heure. Mais... Influenceur business. Tu nous fais une explication de texte un petit peu ou une version longue de la question? Alors là, oui, la version longue de la question, c'est... on a déjà un peu défloré le sujet. C'est dans un contexte où la chose technologique n'est pas forcément bien comprise de tout le monde dans une entreprise et que souvent, les nouvelles opportunités business dans nos univers du média, des télécoms, du retail, sont liés à l'exploitation de nouvelles technologies. Comment on arrive à convaincre, comment on arrive à influencer l'entreprise en se disant « Moi, je suis convaincu qu'il y a un truc à faire, mais autour de moi, la régie, les directions de marketing, les directions commerciales, ils ne sont pas complètement connectés, ils n'ont pas forcément les mêmes atomes crochus ou les mêmes objectifs. Comment on arrive à influencer le business? Parce que quelque part, je pense qu'on a aussi cette charge-là. C'est-à-dire que et c'est souvent d'ailleurs ce que nous donne comme rôle les présidents, c'est que, voilà, toi Stéphane, tu es le CTO, mais tu dois nous aider à bouger. Toi Sacha, tu es le CTO, mais tu dois nous aider à changer, parce qu'en fait, c'est aussi la techno qui fait changer les choses. L'innovation, ouais. Comment on prend ce rôle? Sacha, tu as un avis sur le sujet? Bien sûr. Bien sûr, j'ai un avis sur le sujet. Comment changes-tu le monde? Allez, c'est bon, on va la faire quand même, elle est bien. Non, alors évidemment, tu peux déclencher une opportunité business parce que tu sens une innovation technologique qui peut qui peut déclencher, je sais pas, une nouvelle fonctionnalité, etc. Donc là, dans ce cas-là, le rôle du technicien, il est primordial, puisqu'il va dire, tiens, je viens de découvrir quelque chose qui est intéressant, je vais en parler en interne, donc au CEO, peu importe, et il y a un terreau peut-être fertile, il faudrait peut-être l'exploiter. Et ça peut aussi être dans l'autre sens, bien évidemment. Dire, on a besoin de développer telle ou telle chose, comment tu penses qu'on peut faire? Donc en fait, dans les deux sens, le lien avec le business, de la technique avec le business, il est prépondérant et il est très très important. En tout cas, je pense très sincèrement que la barrière entre le business et la tech doit être la plus fine possible. Et aussi, les techniciens doivent s'emparer de ces questions, aussi bien que ceux qui sont en charge du business s'emparer des questions technologiques. Ce soir, à cette table, on est plusieurs typologies de talents. Il n'y a pas que des techniciens purs, mais aussi des gens de la data et du marketing. Bien, c'est bien la preuve que justement, on peut parler tech, alors qu'en fait, on a des métiers qui tournent autour de la tech, plus ou moins, en fait. Parce que finalement, la tech, c'est quoi? C'est le produit. Et le produit, c'est quoi? C'est le business. Donc en fait, on parle tous de la même chose. Et on doit tous s'entraider. De ton côté,
Jérôme? Moi, je pense que le meilleur moyen, probablement, d'influencer, c'est de démontrer. Et donc, voilà, aujourd'hui, si on a une conviction, en tout cas technique, et qu'elle peut évidemment permettre à l'entreprise d'aller dans le bon sens, oui, il faut le vendre. Et voilà, on doit être des vendeurs aussi, évidemment. Et moi, je pense que il faut le démontrer. On sait tous, tout le monde fait des POC, tout le monde innove, tout le monde fait des tests. Donc, le meilleur moyen, je pense, pour influencer, c'est de démontrer à une direction qui n'est pas forcément. Moi, je pense par exemple à la data. Je trouve qu'en ce moment, on vit un moment qui est un peu particulier. On a parlé pendant plusieurs années de big data, d'IA, donc ça a été un phénomène très marketing, avec beaucoup d'investissements qui ont été effectués par les directions qui pensaient que ça allait être très simple, que c'était de la data et que c'était le nouvel or, le truc. Ouais. Puis maintenant, on commence à être dans la phase un petit peu déceptive où finalement on se dit mince, je comprends pas, j'ai investi et ça vient pas naturellement, quoi, tu vois. Ça fait 3 ans, c'est ça. Et donc du coup ça devient un peu plus, faut sortir les rames, faut y aller, faut démontrer, il faut convaincre que non, on doit être data driven demain et que c'est essentiel pour la boîte. Une boîte comme Prisma qui a énormément de données, évidemment que c'est un asset très fort. Donc voilà, et en permanence il faut sortir le bâton de pèlerin et aller convaincre que c'est la bonne techno, qu'on doit faire les choses de la manière dont on... Je vais intervenir parce que je pense que c'est très important ce que tu viens de dire. C'est que tu n'es pas influenceur que au début. Tu es aussi influenceur au moment où ça se démode et au moment où les gens perdent confiance, au moment où les gens comprennent moins. Parce que t'as raison, presque au début c'est presque le plus simple. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, finalement tout le monde en parle. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde se dit, mais oui, évidemment, il faut qu'on fasse ça. Mais là, c'est effectivement alors, je pense que toutes les sociétés ont cette problématique de la data. C'est un sujet compliqué. Effectivement, l'IA a promis plein de choses. Il y a des moments où il faut être capable, quand tu es CTO, de tenir. Si, c'est hyper important. Il y a un temps long. Il y a des tendances longues. Évidemment que l'IA, ça va un peu comme les bitcoins ou d'autres sujets, c'est là pour longtemps. Donc, est-ce que tu es sûr que ta société, notre société, parce que c'est une équipe, on veut la construire sur des fondamentaux solides. Et c'est un travail d'influenceur qui est effectivement pas toujours que à l'innovation, parce que c'est le plus simple, c'est dans la durée. C'est un peu modérateur, je pensais à ça tout à l'heure, puis après on est passé à autre chose, j'ai pas voulu revenir dessus, mais il y a aussi des effets de mode très forts sur la tech, et souvent les directions, parce que maintenant la tech est très importante dans plein de business, et c'est très important pour des CEO ou des CMO d'annoncer un truc, on est dans le Web3, et il faut qu'ils en parlent, ils vont à Davos, et il faut qu'ils fassent une annonce, quoi. Et s'ils le font pas, et c'est des truffes, et ils passent pour des blaireaux, tout leur faire. Et donc derrière, le CTO, le boulot, ça va être l'enfer, c'est-à-dire, putain, qu'est-ce qui m'a encore sorti, là? Et donc ça, c'est le modérateur quand c'est la vague, comme ça, et à l'inverse, c'est qu'on arrête tout, c'est nul, on solde, ok, ça nous a coûté 10 millions, on arrête, on passe à autre chose. Et non, c'est pas tout perdu. Donc en fait, c'est modérateur dans les deux sens, quoi. Et après, juste pour rebondir sur le truc que tu disais juste avant, je pense que c'est une question aussi de culture d'entreprise. Côté influenceur, pour revenir à la question, c'est beaucoup une question de culture d'entreprise et du coup d'attitude du CTO aussi. C'est-à-dire que si on est dans un environnement où tout le monde est au même niveau, tout le monde a la voix au chapitre et la tech n'est pas juste au service du business et ne suit pas le business, mais que c'est un dialogue, un échange, et que tout le monde peut avoir des idées, des questions, et que c'est vraiment un travail en équipe qui normalement est logique parce que la plupart des business à des degrés divers, mais le poids de la tech devient de plus en plus important partout, et donc on peut plus mettre la tech en bas dans le sous-sol avec des mecs bizarres qui ne parlent pas. Je veux dire, ils sont au cœur de tous les sujets, quoi. Donc il faut absolument que ça soit main dans la main et que les idées viennent de partout, que les questions viennent de partout. Donc je pense que c'est une culture d'entreprise beaucoup qui est hyper importante à avoir. J'ai vu l'évolution, parce que on est passé d'une DSI qui était un peu un centre de coût au bout du couloir à une IT qui est business partner. Vraiment, aujourd'hui. Et donc, du coup, le rôle a totalement changé. Et dans le temps, ça s'est vu. Avant, on était vraiment là pour prendre le besoin. Et puis après, on faisait un truc. Ça marchait pas. Pas bien grave. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment acteur. Et voilà. Et c'est ce que tu dis, quoi. On travaille vraiment main dans la main. Et je pense que business partner, ça résume bien le sujet, quoi. Priya, sur l'influence. Est-ce que toi, tu peux avoir une influence, même si effectivement, tu es à mi-chemin entre la technique et le business et le marketing.
comment tu peux influencer la direction au niveau business par rapport aux différentes veilles que tu peux faire? Il faut nourrir, faire de la veille, c'est important. Il faut accepter que, tu parlais de terreau, je pense que c'est vraiment ça. Il faut planter des graines. Il y en a qui germeront, il y en a qui germeront pas. Et être dans ce rythme-là, en acceptant, il faut aussi beaucoup d'humilité, tu vois, parce qu'il faut accepter qu'il y a des innovations auxquelles on croit beaucoup et qui prennent pas. Et d'autres, tu disais, des idées à la con qui voilà, tout d'un coup vont complètement, voilà. Et je pense que moi, mon job, c'est d'être dans la modération, justement. De travailler sur ces cycles, sur ces rythmes, sur ces accélérations, ces mises en pause, et toujours de mettre en lien le business avec la tech. Et moi, j'aime beaucoup l'esprit lean, tu vois, de se dire, on va vraiment chercher à faire des circuits, des boucles courtes. Mais on va toujours, on développe quelque chose, on le teste, et puis on va bifurquer, on va revenir, on va abandonner, on va refaire des choses, et puis on va réouvrir les cartons. Et voilà, donc tu vois, le lean, c'est vraiment l'idée au lieu de faire un gros projet très lourd tout de suite, etc., c'est je valide un concept, puis je le fais grandir progressivement avant de m'emballer un peu trop. Parce que ça, c'est aussi le risque, que la tech et le business ne se parlent pas, parce que justement, on fait une sortie de route, on est trop convaincu de son idée, que ce soit du côté du business ou que ce soit du côté de la tech. Hein. C'est exactement ce que tu disais, Yann, tout à l'heure. Voilà, on va mettre des millions dans des sujets à la mode, et puis tout d'un coup, ça fait plouf. Quel est le résultat? Bon, voilà. Donc, moi, je suis tout le temps dans cette modération et dans ce jeu de rythme. Mais comment on gère une dimension temps long du côté de la technique et une exigence temps court du côté du business? C'est-à-dire que chaque mois, il faut faire son chiffre d'affaires et la technologie est au service, entre guillemets, du business et du chiffre d'affaires. Comment vous arrivez à gérer la patience ou l'impatience du business quand vous êtes dans les équipes techno? C'est une question que je me pose depuis pas mal d'années, mais franchement, comment on fait? Je vais me permettre de répondre parce que c'est le business qui répond. Ok. Tu vois, c'est vraiment... il y a plein de choses qui sortent de nos équipes, et puis il y a une idée, puis en fait, il faut qu'à un moment donné, ça germe. C'est vraiment ça qui est essentiel. Donc, la patience, c'est... En fait, on a un peu... oui, il faut prendre son mal en patience, et puis il faut savoir rebondir, parce qu'à un moment donné, ça prendra. C'est quand même le business, pour moi, qui décide à la fin des orientations qui sont prises. Tu l'as pas forcément tout de suite, mais le business, il peut mettre du temps à arriver. Et ce qui est sûr, c'est que dans le digital, l'innovation, elle est toujours payante, ou tellement souvent payante, en fait, que plus tu testes, plus tu fais des choses, plus tu y arriveras. Et un point qui est très clair, c'est que si tu as les équipes techniques pour le faire, l'innovation, le fait d'être early adopter, tu gagnes énormément. Pour reprendre ce que disait Gaël, et ma question aussi sur cette dichotomie entre le temps long techno et le temps court business, est-ce qu'il y a des expériences que vous pouvez partager pour modérer ça de ton point de vue, Jérôme? Je pense que ça dépend vraiment des sujets, parce qu'après, une entreprise, c'est quand même... C'est beaucoup de métiers aussi. Quand on parle de CDO, il y a le produit, il y a tout ça. Puis il y a aussi, moi, en l'occurrence, je parle de l'interne. Quand on construit des systèmes en interne, ils sont faits pour être durables. Je fais construire un système de la paye pour faire la paye tous les mois. C'est de la DRH, c'est absolument clé, nécessaire. Et donc, du coup, on est dans des temps qui sont quand même beaucoup plus durables, évidemment. Et il faut pérenniser les choses parce qu'on ne peut pas les remettre en question en permanence. Donc, on est sur des projets beaucoup plus longs. Donc, pour moi, je pense que vraiment, c'est important, c'est le savoir mixer et l'agilité et des projets avec un temps plus long. Donc aujourd'hui... Est-ce que les sujets sont peut-être pas sur un temps plus long parce qu'il y a moins de pression? Si je prends la DRH que tu as évoquée à l'instant, j'imagine que la pression est peut-être moindre que sur la partie business. Je vais te donner un exemple, c'est que le rachat par Vivendi a fait qu'on avait un temps très court et déterminé pour migrer tous nos systèmes financiers, SAP en l'occurrence, de l'Allemagne, puisqu'on était chez Brunner et filiale de Bertelsmann, chez Vivendi. Et tout ça, c'est très contractualisé au départ, et on a des contrats, et ils s'arrêtent le 30 mai, et le 30 mai, ça doit être fini. Donc, tu as des projets où tu as un délai fort, et donc, du coup, tu n'as pas à te louper et tu peux pas donc, voilà. Et pourtant, c'est un temps relativement long. Enfin, voilà, c'est 9 mois de projet, mais il faut y aller quand même. Et il y a une pression qui est assez forte. Et c'est pas parce qu'il y a un temps long que la pression, elle n'y est pas. D'accord. Mais voilà, les enjeux sont...
Je pense que si je peux juste rajouter un point, chez un éditeur, il y a pas mal de choses Vous pouvez manger. changé. Oui. Ouais. On est là pour ça aussi. Excuse-moi, Gaël. Non, pas de souci. En 2016, quand je suis arrivé, et en fait, les technos qu'on pouvait rajouter aux choses, c'était des choses qui étaient très très simples. Des formats qui étaient à rajouter, ainsi de suite. Petit à petit, on est arrivé sur des choses qui étaient plus compliquées, des stickies, d'autres choses qui sont plus complexes. Là, on commence à arriver sur le server-side, enfin, on arrive depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais sur du server-side, sur des connexions directes, qui sont beaucoup plus complexes. En 2016, quand je demandais quelque chose à l'IT pub, ça prenait une semaine. En 2019, c'était 1 mois. Là, c'était 6 à 12 mois. Et pourtant, les équipes, elles sont montées en expertise. C'est que tout le plus facile a déjà été fait. Et là, maintenant, le header bidding a été mis et tout ça. Et maintenant, on arrive dans des trucs qui sont beaucoup plus compliqués. Et donc, le temps, il devient de plus en plus long par rapport à ça. Et il n'y a que les grosses sociétés qui arrivent à s'équiper et à garder la main sur les technos et pouvoir avoir des solutions en interne qui vont réussir à passer le cut des prochaines années, des prochaines évolutions, je pense. Moi, je te rejoins, tu vois, on pense à la question influenceur, tu vois. Quand je suis allé pitcher l'adressable, donc vous voyez les spots qu'on a en télé, on va les remplacer par d'autres spots et puis ceux-là, on va les adserver. Puis on va mettre de la data dessus. En fait, dès ce moment-là, j'ai bien senti que j'allais partir pour du temps long. Tu prêchais. Alors, mais j'ai eu la chance de le faire. Hein. Tu vois, je serais évidemment reconnaissant à TF1 d'avoir dit, d'avoir pu donner la chance au temps long justement de s'installer, avec la pression qui va avec, parce que pour le coup, entre les négociations avec les opérateurs pour pouvoir le faire, le côté juridique pour pouvoir avoir le droit de le faire, la mise en place de la partie tech, tu pars dans du temps long. Avec les risques, en effet, à un moment, mais ça fait pas 8 mois que tu nous parles de ton bordel et que c'est toujours pas. Et que en fait, ça n'a toujours pas fait le moindre euro de chiffre d'affaires. Donc là, je te rejoins Stéphane, c'est ce que tu disais, Jérôme. Par moment, le job, c'est aussi de tenir la ligne, de dire ayez confiance. La vision, elle est là, on va y arriver. Et il faut avoir les équipes qui ont le goût du temps long. Tu vois, c'est pas tout à fait. Moi, plus ça va, plus c'est un critère peut-être dans mes orgas. Il y a des gens qui sont hyper forts sur le temps court. C'est une qualité, tu vois, d'être capable. Et à un commercial, je réagis tout de suite, j'ai l'idée tout de suite, je lui fais les 2 slides tout de suite, et je pitch le truc. Et en 48 heures, c'est bouclé. Il y a d'autres gens qui ont d'autres qualités d'être capable de gérer un projet sur 6-9 mois avec des adhérences carré, un peu partout, besoin de créer justement de l'adhésion, des soft skills, d'aller chercher un peu d'IT, un peu de compétences à droite à gauche. Et justement, ça va presque un critère dans nos recrutements ou dans nos orgas ou dans nos ressources. Toi, tu sais faire du temps court, toi, tu sais faire du temps long. C'est pas forcément laisser les gens chacun dans leur zone de confort, mais en tout cas de leur dire... Et comment ça se détecte justement ces 2 types de profils, temps court, temps long Parce que si j'ai bien compris, la question c'est sur l'influence du CTO sur le business. Et donc, comme le disait également Yann tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir faire combiner un dialogue, ou en tout cas inciter un dialogue entre des profils très différents, qui ont des attentes différentes en termes de timing, mais également en termes de résultat final. Comment on les trouve, ces gens-là, et comment on fait ? Je pense que tu le vois assez vite parce que c'est une perso, en fait. Bien sûr, ça s'appelle les soft skills. Ouais, exactement. Pour moi, c'est des personnes qui sont des connecteurs, qui vont construire, qui vont eux-mêmes influencer. Ils vont prolonger ton travail d'influence que tu as fait peut-être auprès des instances dirigeantes pour le faire dans l'entreprise, petit à petit, sur un temps long, avec beaucoup de rigueur, parce qu'il faut aussi de la rigueur en termes de gestion de projet. Effectivement, d'aller nouer des contacts dans les différentes équipes pour leur expliquer. C'est un travail de fourmi, elle explique. Mais si, ce jalon-là, c'est pour moi que tu le fais, aide-moi là, parce qu'il faut que tu sortes cet export de data que tu n'as pas envie de faire, mais j'en ai besoin pour la prochaine étape. Et effectivement, c'est pas du tout top-down, mais ça fait partie du processus, à mon avis, d'innovation, c'est d'être capable d'avoir ces gens-là dans les équipes. Je reprends mon exemple, l'adressable.
il a fallu aller voir les équipes IT qui s'occupent du broadcast. Donc chez nous, c'est vraiment les équipes IT les plus lointaines, quoi. Elles s'occupent de la diffusion. C'est une caste, quoi. Et leur dire qu'il allait falloir changer des choses dans leur process pour mettre des marqueurs et qui allaient permettre justement l'intégration de la partie digitale dans ce SI broadcast. Et là, il faut les ressources qui est le feeling hein, pour aller bosser. Parce qu'en face de toi, tu as les vieux de la vieille qui vont dire « Et si tu plantes la diffusion ?» Et T'as là, pensé à ça? T'as pensé à ça? Tu plantes la diffusion, là, hop, blam, je balance Miss France, hop, et là, ça marche plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Mais c'est des soft skills qui sont, je pense, intéressantes à détecter. Et les deux sont bien, hein, tu vois, la capacité à être dans le temps court, dans l'ultra-réactivité, le sens du business, faire en sorte que de piger que le commercial, il faut que tu lui répondes plutôt très vite, le client aussi, et que là, tu es plus dans un enjeu de répondre vite que de répondre parfaitement. Et à l'inverse, la compétence de là-dessus, ça vaut le coup qu'on prenne son temps, il faut que je mette tout le monde, parce que de toute façon, les équipes SI Broadcast, si jamais elles sont pas d'accord, de toute façon, c'est elles qui ont la main sur le marquage. Hein. Ouais. Si ton projet, elles y croient pas, elles ne mettront pas ton marquage. Donc de toute façon, tu peux toujours brancher ton serveur, il aura jamais un appel pub. Donc c'est pas les mêmes compétences, mais les deux sont à détecter et après, il faut positionner chacun sur là où il peut apporter le plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu du progrès quand même durant ces 5 dernières années en termes de dialogue entre les équipes techniques et les équipes business. Parce qu'il y a un moment, quand même, je parle d'il y a 10 ans, mais peut-être un peu plus long. Merci. Mais effectivement, il y avait tu parlais de caste tout à l'heure. Cette notion de caste, ça a explosé complètement, quoi. Moi, le mot je pense à hybridation, parce que là, on parlait de temps court, temps long, mais ça n'existe plus, en fait. Franchement, hein, je suis peut-être naïf, mais je le vois plus, en fait. Je vois plus ces équipes techniques, 100% techniques, qui ne parlent pas au business, s'intéressent pas. Et inversement, les business deviennent un peu tech, les tech deviennent un peu business, on travaille plus ensemble plus souvent. Tout le monde s'influence là. On se comprend de plus en plus, les métiers restent clairs, il n'y a pas de mélange des genres, et les objectifs sont pas les mêmes, mais il y a une interdépendance très forte et les gens le comprennent. Et franchement, il y a beaucoup plus d'hybridation, il y a de plus en plus d'hybridation et c'est parfait, quoi. C'est ce qu'il faut. Il faut que tout le monde ait cette culture générale business et tech, en fait. C'est pas l'un au service de l'autre ou ça marche ensemble, quoi. Ouais. Sacha, comment tu as vu évoluer pardon, Jérôme, tu voulais peut-être évoquer quelque chose? Je pense que c'est la transformation digitale, tout simplement, qui a rendu ça possible, quoi. Voilà, donc, mais il y a aussi des mouvements de marché qui ont été extrêmement moteurs là-dedans. Heureux, malheureux, on les voit selon ses opinions, mais tout ce qui est autour de la privacy, tout ce qui est autour des CLS, de la web perf, tu vois, c'est quand même des... Une acculturation. Ouais. Et puis c'est un peu au début, c'était peut-être un peu des mariages forcés, tu vois. Il fallait travailler ensemble pour se dire, ok, comment je fais aujourd'hui pour que je sois compliant sur la partie privacy sans affecter mon business, continuer à garder des audiences qui reviennent, qui ont envie d'être engagées avec nous. Et là, forcément, on est obligé de se parler. Donc il y a cette transformation digitale et ces événements marchés qui nous ont obligés à nous mettre autour de la table. Parce qu'il fallait absolument avancer dans une voie, c'était plus possible, on n'avait plus chacun nos bacs à sable, le monde se resserre, tu vois, on n'avait plus nos terrains de jeu, assez vastes pour se dire, ok, voilà, maintenant, le scope se réduit, comment est-ce qu'on fait ensemble pour l'alimenter, le faire encore être foisonnant alors qu'il est plus petit? Sacha, tout à l'heure, Philippe nous parlait de la caste au niveau télé. On peut parler aussi de même type de caste. J'ai fait de la presse il y a quelques années. Au niveau de la presse aussi, ou également en ce qui concerne l'impression, on ne veut pas que toute la chaîne de fabrication puisse être, entre guillemets, menacée par une nouveauté business ou marketing. Tout ça, comment ça se gère aujourd'hui? Comment ça a évolué? Comment les uns et les autres se sont influencés? C'est vrai pour Le Monde comme c'est vrai pour Prisma d'ailleurs. Oui, Le Monde étant un quotidien, j'allais dire que c'est l'impression peut-être encore plus forte. Non, en fait, non, il n'y a pas de pression côté marché régalien de la presse papier versus celui du digital qui a fait plus qu'émerger en fait dans la presse en France et à l'international. Non, je pense qu'on a parlé à tort de transition vers le numérique. Nous tous, au moment où justement les entreprises
exprimer la nécessité d'aller transiter vers ce numérique. Et en fait, je pense que maintenant, on ne parle pas vraiment de ça, on parle de culture produit. Et au final, derrière tout ça, c'est de la culture du produit. Et je ne mets même pas le digital derrière. Quand on pense produit, on pense pragmatique et on fait discuter les gens pour comprendre leurs difficultés, leurs talents et faire en sorte que notre entreprise aille le plus loin possible. Et pourquoi je parle de ça ? On parlait de temps long et temps court. Quand on a une bonne culture produit, il n'y a pas de question de est-ce que le temps court cannibalise le temps long ou inversement. Pourquoi ? Parce qu'on se parle, en théorie, hein, on se parle et on sait se comprendre. Je vous donne un exemple. On a besoin de migrer le mécanisme de cache d'un site internet. C'est assez long, c'est lourd et c'est une tâche purement technique. Il n'y a aucune plus-value business. Si on essaie de le vendre à un CEO, c'est compliqué quand même. Non, j'ai besoin pendant 6 mois de travailler sur le cache du site internet. Ouais, c'est pas facile à vendre comme truc. Mais sauf que si on a une culture produit, en fait, on sait pourquoi on le fait. Et je suis pas seulement moi technicien à savoir pourquoi je le fais. Ben, je sais l'expliquer et je sais justement faire adhérer les gens qui sont plus au niveau du market, au niveau de la data, qu'en fait, si je le fais pas, ben, je pourrais pas répondre à leurs besoins derrière. Donc c'est ça la culture produit. On a parlé de transition numérique, mais en vérité, on parle de culture produit. Et le temps long, je suis pas sûr qu'il cannibalise du temps court et inversement. Je pense que l'approche produit est intéressante parce qu'elle construit elle-même la différence ou la continuité entre un temps court, parce qu'il y a des releases, il y a qu'est-ce qu'on va sortir le prochain trimestre. En tant qu'éditeur, nous, on est soumis à ça. C'est-à-dire qu'on a des clients exigeants, comme Priya, qui nous disent alors, qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Ils nous demandent tous ça. Et puis il y a les innovations, donc on a cette pression de faire évoluer notre produit, mais c'est notre fondamental, enfin, quelque part, c'est notre axe fondamental. On vit pour notre produit. Et donc c'est un temps long aussi, parce qu'on sait qu'on fait tout pour qu'il soit là encore là demain, pour très longtemps. Donc c'est ça qui est structurant. C'est-à-dire que si les entreprises, au-delà des éditeurs comme nous, enfin, c'est simple pour nous parce qu'on n'a pas le choix, mais des entreprises qui ne sont pas forcément au cœur du numérique construisent une relation autour du digital avec cette idée qu'ils développent des produits, bah, c'est beaucoup plus simple pour eux de justifier que ce soit la télé adressée, dire c'est la télé de demain. Alors maintenant, c'est beaucoup plus simple d'expliquer que la télé adressée, c'est l'avenir de la télé quand tu as Netflix qui s'y met, quand tu as tout le monde qui s'y met, quand tu as Prime qui s'y met. Mais je pense que pour toi, confirme qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé à en parler, j'ai un peu sorti les rames. T'as ramé. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de culture de produit, en tout cas que les gens n'imaginaient pas que le produit télévisuel demain... mais ça rejoint le sujet influenceur. Oui, ça fait partie de mon job d'aller glisser je sais plus qui disait, tu plantes un peu des graines. Oui, c'est Priya qui disait. Ouais, Priya, c'est ça, je suis d'accord avec toi. On plante des graines, de se dire, ce sujet-là, moi je pense qu'il est important, je pense qu'il faut qu'on le traite, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de le traiter. Ça peut être, attention, c'est pas du quick win, on est plutôt sur du projet long et stratégique. Mais je vous dis, il faut qu'on le fasse. Il faut tenir la barre, y compris quand, en effet, le vent est un peu plus contraire, tu vois. Là, c'est vrai que les sujets... c'est crème en ce moment. Les sujets d'adressabilité sont plus faciles aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. Mais néanmoins, il faut que tu arrives toujours à tenir cette barre-là entre... c'est le bon produit, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'en donne les moyens... faut qu'on reste focus là-dessus. Il faut qu'on arrive à y glisser notre valeur ajoutée aussi propre à la culture de la boîte. C'est ce qu'on disait, c'est pas de prendre une inno et de la plaquer. C'est super, NBC ils font ça, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on arrive à y glisser le marché français de la pub qui est spécifique, la façon de bosser. Donc faut le twister aussi à notre sauce française. Il y a un peu de boulot pour tenir la barre jusqu'au moment où, en effet, le vent arrive. Parfois, le vent n'arrive pas, d'ailleurs. Parfois, t'es égaré en mer. Est-ce qu'on n'est pas devenu trop lent sur certains points ? Parce que, est-ce que les sujets on s'est tellement équipé de personnes, tellement de strates de décisions et ainsi de suite, est-ce que quand on doit bouger sur un sujet stratégique, là, on aurait pu le faire il y a 4-5 ans, peut-être en un mois, parce qu'il n'y avait pas ces premiers RGPD, il n'y avait pas ces trucs et compagnie. Là, on passe par tellement de personnes différentes. En fait, on devient hyper lent. Alors, peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est une maturation, et je vise personne, mais c'est vrai qu'il y a un ressenti de...
quand on doit bouger sur quelque chose, on va lentement, alors qu'on sait que ça peut avoir un vrai impact pour sa société, pour sa société, pour son business. Là où je peux te rejoindre, c'est je pense qu'il y a, en tout cas, ce que je vois au plus proche de moi, c'est que sur les sujets où il y a un impact privacy, oui, c'est sûr que entre peut-être le Far West d'il y a 5-6 ans et maintenant, en effet, tu as un sentiment de rigidité. Est-ce que c'est la dimension juridique de la question, enfin du sujet, qui rend cette qui crée rigide et plus long. Et d'ailleurs, si on est tout à fait honnête, et c'est ce que je leur dis, et c'est pas nos juristes qui sont en cause. Et c'est même pas la loi, c'est juste que ce que je disais, c'est il y a 6 ans, c'était le Far West. Ah oui. Je veux dire, évidemment, c'est pas notre DPO qui est coupable. C'est même pas le RGPD, c'est juste que quand on y réfléchit, il y avait en effet aucune conscience de la donnée personnelle et du consentement réel il y a quelques années. Donc c'est logique que ces projets-là prennent plus de temps. Après, je suis d'accord avec toi, entre le projet où dès le début tu vois qu'il n'y a pas d'impact données personnelles et le projet où il y a de la donnée personnelle, tu vois quand même bien la différence d'agilité et de rapidité. Ouais, en vrai, je suis pas sûr. En fait, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas. Quand tu prends un parallèle avec l'industrie de la F1, par exemple, c'est une industrie extrêmement cadrée juridiquement, extrêmement. Et alors que c'est une des industries qui innove le plus et qui itère le plus rapidement possible. Donc je pense qu'on a moins de contraintes qu'eux. Et pourtant, en effet, on peut de temps en temps se mettre des bâtons dans les roues inutilement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter le RGPD et ne pas avoir des cycles de réflexion juridique qui sont importants. Mais néanmoins, il faut aussi savoir mettre en place l'organisation pour continuer à itérer, même si on a des contraintes juridiques qui sont nouvelles. Je trouve je ne vais pas lancer un débat, mais ma perception, c'est que ce qui ralentit le développement des idées dans cet univers où il y a des données personnelles, c'est le flou et la difficulté d'interprétation qui est liée aux réglementations. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les juristes ne sont pas des ingénieurs. Ils nous le disent d'ailleurs. Moi, je ne peux pas te certifier que ça va fonctionner parce qu'il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des autorités, il y a des pratiques. Et donc, on est dans l'ordre, effectivement, du droit comme ça se pratique, où c'est pas un travail d'ingénieur. C'est pas comme dans la F1 où tu dis, ta roue, elle peut pas dépasser, 25 cm de large, la hauteur de la voiture, c'est pas plus de 12 cm. C'est plein de contraintes, mais à la fin, c'est des choses que tu fais rentrer dans les têtes d'ingénieurs, et puis ils peuvent s'en parler, c'est rapide, c'est vrai, c'est faux. Ce que je perçois quand même, et qui est un vrai frein, c'est juste d'en parler. Et qu'il y a un peu une épée de Damoclès sur cette industrie, c'est que c'est pas clair. C'est soumis à interprétation. Voilà. Oui. En tout cas, comme n'importe quelle c'est règle. facile. Plus tu mets de DPO autour d'une table, plus t'as d'avis contre. Et pareil, hein, c'est pas un reproche, c'est comme tu dis, c'est que parce qu'on est sur une matière qui est molle, qui est une matière molle. On fait que de dire que les CTO sont rapprochés du business, des CDO, est-ce que les DPO ne devraient pas être collés aussi? Enfin, en fait, le problème, c'est que le temps, il est long, parce qu'il y a une distance, en fait, entre ces personnes-là. Si le business est aussi proche du CTO, d'un coup, ça a permis de rapprocher les choses. Si le DPO s'inclut aussi à l'intérieur de cette boucle, on peut gagner énormément de temps. C'est juste, à mon avis, un problème de process et de silo. Mais en tant qu'ancien éditeur, je l'avais aussi, et je le faisais subir à mon business. Je pense que c'est aussi un problème de priorisation. C'est frustrant pour une tech d'être prête à être intégrée, mais de pas être intégrée, parce qu'en fait, il y a trop de sujets. On en cumule tellement qu'il faut choisir son tempo. Moi, c'est mon quotidien. Je priorise tout le temps. Et je n'ai jamais autant développé de task force, de war room, comme on les appelle, que dans ces 3 dernières années. Je pensais que ça allait être de l'ordre de l'exceptionnel, et maintenant, ça devient pratiquement du quotidien. Et les équipes le demandent. Elles demandent à resiloter les projets.
Et on se retrouve alors pour le coup, ça demande un peu d'acculturation, parce que le problème du DPO, c'est que soit il a un background juridique, soit il a un background technique. Et souvent, il y a des DPO qui sont issus des deux horizons, qui se battent entre eux, parce qu'ils ont des points de vue un petit peu différents, alors qu'ils sont très complémentaires en réalité. Mais une fois qu'on a réussi à rendre ces frontières poreuses, et qu'on fait des task force pluridisciplinaires, on va très très vite au contraire. Mais par contre, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a beaucoup trop de sujets. Et donc il faut choisir. C'était agent de star. Besoin d'une explication de texte. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une explication de texte? Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une les stars. explication de texte sur cette question. Alors, pour vous dire, ça existe aux États-Unis. Ça s'est développé, c'est un métier qui existe. Il y a des agents de développeurs qui se chargent de représenter les développeurs auprès des sociétés américaines. Il faut savoir qu'un jeune développeur qui sort d'une bonne université aux États-Unis, en plus il est doctorant ou docteur, son salaire augmente. Et on du n'en coup, il est a pas besoin là. d'un agent. Oui. Oui, non, Pour quoi? Trouver du boulot ou un CDI? non, ou pour avoir le faire du meilleur job freelance, possible. Non, ou- pour le représenter, il faut avoir en tête, c'est quelqu'un qui est doctorant, enfin, qui est docteur en data science de l'université française ou aux États-Unis, il peut démarrer à $500 000 par an chez Meta ou chez Google. S'il est bon, s'il a fait Donc deux- il a besoin d'un agent pour lui prendre une commission, en fait. C'est ça que pour le Un représenter. footballeur de base. Pour le représenter. Donc c'est juste. pour lui prendre de l'argent. Oui, parce qu'il n'a peut-être pas envie de parler de sa rémunération, que ça l'intéresse pas de parler d'argent et que lui, il préfère geeker. Donc on n'en est pas à cet extrême aujourd'hui en Europe, je crois pas. Pour autant, je pense que tous, on a vécu un marché du recrutement, et puis même donc, au sein de nos équipes, sans parler de recrutement, voilà, des gens qui savent qu'ils sont importants et qu'on a besoin d'eux. Et donc, soit ils veulent travailler à distance complètement, ou une partie de la semaine, ou ils ont des desiderata sur leur rémunération aussi qui paraissent décorrélés du reste de l'économie. Donc c'est ça que je voulais partager un petit peu avec vous, savoir comment vous gériez ça. Est-ce que vous le vivez? Comment vous voyez la suite? Parce que la question se pose aussi de savoir comment ce métier... pour moi, c'est un sujet quand même, comment ce métier reste collé à l'économie réelle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un moment où certains techs se prennent pour des traders des années 80, où on avait des gens qui étaient déconnectés de l'économie réelle? Et je trouve ça pas très sain pour nous, enfin, pour le métier que je représente et pour ce que je défends dans le rôle de la tech. Voilà. Je sais pas qui veut commencer. Jérôme? Écoute, ok, les stars. Alors, après, je sais pas, mais moi, personnellement, j'aime pas trop travailler avec des stars, parce que à un moment donné, c'est vrai que tu sais à quoi tu t'exposes, et je suis pas sûr qu'elles sont aujourd'hui. Enfin, après, ça dépend sûrement des environnements, mais qu'elles sont absolument nécessaires. On a beaucoup parlé des soft skills aujourd'hui, et du coup, quand on fait pas mal de recrutement, on sait ce qui est essentiel, donc parfois on préfère des gens qui sont un peu moins tech, mais qui vont avoir vraiment les bonnes compétences relationnelles pour justement bien travailler avec un business. Devenir des influenceurs. Devenir des influenceurs, exactement. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et peut-être et techniquement, s'il y a peut-être pas le plus haut niveau, elles seront en capacité aussi d'aller se former, d'aller apprendre, etc., etc. Voilà, en tout cas, ça apportera probablement plus à l'entreprise que la star qui va être en effet un peu isolée, ou qui va s'isoler, et du coup qui va moins apporter au collectif, ou alors il faut que le service, enfin c'est comme en sport pour moi, je fais une analogie, mais ou alors il faut que vraiment le collectif se mette au service de la star. Il y a Zidane sur le terrain et derrière il faut que tout le monde joue pour lui, mais ce qui est quand même compliqué parce que voilà. Donc je pense que et sur la data, voilà, puisque moi c'est une partie là qui est, on le vit bien, on le vit, voilà, une offre, une demande qui sont pas bien alignées, on a tout de suite des demandes pharaoniques, et donc ça reste extrêmement compliqué, et en même temps il faut pas s'emballer, il faut faire les bons investissements, ça coûte très cher un recrutement.
Donc du coup, voilà, moi je préfère les éviter, les stars. Même en freelance, t'es prêt, tu fais pas un arbitrage en disant, bon, ce type de compétence, je pourrais jamais quelque part me l'offrir parce que c'est exorbitant, mais voilà, quelques jours par mois, si j'ai accès à cette star... Oui, alors sur du freelance et sur donc une plus courte durée pour une expertise très forte, évidemment. Voilà. Maintenant, je me positionnais plus dans la durée où en effet tu embauches de manière durable. Bon, voilà, c'est toujours très compliqué après de le gérer. Mais en effet, s'il y a besoin à un moment donné d'une expertise très pointue et que la personne va t'apporter une vraie valeur ajoutée, il n'y a pas de problème, tu peux la payer cher puisque tu sais que de toute façon elle va te rapporter très très bien. Je suis pas complètement d'accord avec toi sur un point, c'est que je crois que les devs, malheureusement, c'est un peu les numéros 9 au foot ou je sais pas quoi. C'est Numéro 9, numéro 10. Non, numéro 9, il marque des buts. Okay. Il fait rien sur un terrain, mais il peut marquer le but. Et s'il marque le but, il fait la différence. Et non, je dis ça en rigolant, mais je pense que toutes les boîtes doivent avoir une star en dev. Au moins une seule peut-être, sûrement une seule. Et en fait, quelqu'un qui t'apporte... quand tu poses une question et qu'il t'apporte une réponse, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et en fait, tu peux avoir 50 personnes qui sont bons et qui sont bonnes, pardon, et qui vont pas te le faire. Et par contre, une personne qui va juste en une réflexion te dire non mais c'est pas ça, il faut faire ça, et qui t'apporte tout de suite la solution. J'ai connu ça et c'est vrai que je connais ça à l'heure actuelle et c'est vrai que ça t'apporte énormément. Et je pense que sur les devs, et quand on est au niveau business, on a besoin d'avoir une star dev en face. Être le star, c'est très simple. C'est apporter une réponse à une solution à une question qui est posée. Mais est-ce que ça vaut les $500 000 ? Bon, sur à notre... mais c'est intéressant. Ouais, malheureusement, en fait, ouais, je pense. Tu vois, cette question, elle est marrante parce qu'elle met en exergue la différence de culture qu'on peut avoir avec les Américains et avec les Européens. Aux States, tu as une starification de la technologie. Tu as une starification des techniciens. Merci. Moi, j'ai très souvent entendu parler de « ce mec, c'est une star dans la Silicon Valley, etc. » Et le mec, c'est un nerd comme tu en trouves à Paris, hein, tu vois, qui est un super bon développeur. Mais bon, voilà, il a un track record super sympa. Mais c'est une star, ils emploient le mot star, qu'on n'emploierait jamais ici. Mais en fait, on parle de quoi ? On parle de spéculation. En effet, il coûte 500 000. Pourquoi ? Parce qu'on a fait ce phénomène de starification des techniciens, parce que, bon, clairement, c'est sûr qu'ils apportent de la valeur à une boîte, et puis que derrière, ça crée des succès et des milliards de dollars récupérés, bien évidemment. On n'a pas tout à fait cette culture en France. Je pense que de temps en temps, on pourrait s'en inspirer, mais attention, aller jusqu'à l'agent de star pour un CEO ou un développeur, c'est quand même sacrément ridicule, en tout cas moi je le trouve. On parlait d'influenceurs tout à l'heure, ou du rôle d'influenceurs que peuvent avoir un CTO. Les influenceurs ont des agents. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à terme... Non mais j'en reviens. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à terme, cette starification, elle ne va pas, entre guillemets, s'intensifier de par la raréfaction aussi de ce type de profil, ou, même s'ils ne sont pas forcément rares, la raréfication de ceux qui, comme disait Gaël, apportent la réponse en un claquement de doigts, et qui derrière peuvent faire gagner de l'argent à la boîte par cette prise de décision rapide. Je pose juste la question, j'ai pas de croyance là-dessus. On a parlé de tempérament, enfin, alors on va pas rentrer... Si, on va s'accorder 2 minutes pour rentrer dans le cliché. Tu parlais tout à l'heure, Yann, du dev qui était cliché, dans sa cave. Non, mais non, pas du tout, au contraire. Okay, Yann, mais tu disais les devs dans la cave, c'est un cliché, mais on parlait de geek tout à l'heure. Ouais. Est-ce que je me trompe quand je dis quand même que les développeurs sont pas les influenceurs très show-off, très voilà, c'est quand même une force d'humilité. Il y a aussi une envie d'être fier, d'être satisfait de son travail, mais c'est quand même pas des coqs. Enfin, moi, j'ai jamais vu énormément de coqs dans les open space des devs, souvent des taiseux. Et qui, au contraire, ont envie qu'on fasse valoir ce qu'ils font. C'est peut-être pour ça qu'il faut des agents pour le faire. Est-ce que c'est un agent star en interne ? Parce que oui, les communicants, il fait valoir les talents, il met de la lumière sur eux, parce qu'il la mérite. Ou est-ce que c'est un peu un recruteur, la NFL aussi, tu vois ? Quelqu'un qui vient dans les lycées de la Pampa, entre guillemets, chercher la pépite qu'il va faire grandir. On peut tous être fiers d'avoir eu des juniors ou des mecs ou des filles qui sortent, qui étaient complètement dans leur chrysalide, et on les déploie et ils lancent des startups qui nous dépassent, c'est quand même ça la fierté. Donc est-ce que c'est agent
avec des stars? Est-ce que c'est recruteur de la NFL? Est-ce que c'est... Ou simple commercial de SN, parce que je pense qu'agent de star, c'est finalement un commercial. Mais voilà, moi je pense que non, je vois pas du tout les devs comme des stars divas, pas du tout. Et au contraire, ils mériteraient qu'on les rende encore plus visibles, qu'on fasse valoir les choses, valoir ce qu'ils font. Leur influence, ouais, ouais. C'est justement pour ça que je disais que s'ils n'aiment pas faire le coq, ils payent quelqu'un pour le faire à leur place. Non, mais je crois qu'on parle de deux choses différentes. Enfin, il y a un peu deux dimensions. Non, je dis pas que c'est le cas en France. Il y a le côté compétence, le côté la personne qui est hyper bon, brillant, quoi. Le développeur brillant, la développeuse brillante, il y en a, effectivement. Et il y a le côté starification américaine, qui est ce que tu évoquais. Et ça, c'est deux choses différentes. On peut avoir le côté brillant sans le côté star. Ça existe. Il y a des très très bons développeurs en France. Moi, je suis du coup extérieur à ça, mais je sais que les développeurs à la française sont très très réputés. Enfin, il y a l'école des ingénieurs français très polyvalents, qui apprennent pas à exécuter, mais qui apprennent à réfléchir, à avoir de la méthode, à être créatifs. Enfin, les Américains respectent beaucoup les développeurs français en général. Il y a un côté adaptation. Aux États-Unis, ils forment des gens qui exécutent apparemment, qui font des trucs, qui ont appris un truc, qui ont un spectre de compétences extrêmement étroit, et qui vont appliquer. Mais 5 ans plus tard, en fait, ça chez Périmé, ils sont obligés de se reformer. Et en France, c'est plutôt des ingénieurs qui sont formés à attaquer des problèmes nouveaux sur lesquels ils n'ont pas les solutions et pour les trouver. Et donc ça c'est hyper utile. Mais après, la star, on va le laisser aux Américains, le côté star system. Ça, pour le coup, je crois que personne en bénéficie. Ça bénéficie à personne. Ça pompe de l'argent sur le marché. Ça effectivement, ça fout les boîtes à l'eau. Enfin, ça n'a aucun intérêt, en fait. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Hein, mais... Après, tu parlais de l'inflation des salaires. C'est un peu déconnecté est-ce que c'est lié ou pas aux stars? Mais c'est un vrai problème. On se retrouve parfois hors sol. Et limite c'est une manière pour moi. Quand je dis star, il y a différentes graduations de stars. Il y a évidemment les vraies stars qu'on évoque aux États-Unis, mais sans rentrer dans les niveaux de salaire qu'on évoquait tout à l'heure sur les gens qui sortent de doctorat. Moi, je constate, en tout cas en France en ce moment. Alors qu'on se disait il y a 6 mois, bon, en fait, ça va être la crise, ça va s'estomper. C'est l'inflation, il y aura des gens sur le marché, les Américains les anticipent. En fait, pas du tout. Moi, mon constat en début d'année... Grosse déception. Il faut que tu es payé cher. Mais ça, quelque part, les exigences des jeunes qui sortent d'école sont de plus en plus astronomiques. Parce qu'il y a aussi le phénomène du freelance, il y a plusieurs phénomènes qui viennent se télescoper. Et je trouve que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux quand tu es jeune, que tu as 23, 25 ans, de penser que d'un seul coup, tu vas gagner 2 fois plus que ce que gagnait ton père ou ta mère en fin de carrière. Il y a un moment, pourquoi? Mais pendant la période Covid, c'était le cas. Il y a quand même des techs qui ont surpayé pendant longtemps, pendant 2 ans en fait. Il y a des personnes, et donc ça fait une inflation des salaires qui était hyper importante. Et très clairement, ça s'est passé pendant ce Covid. Et après, là maintenant, ça va revenir probablement un peu plus normal, mais à un moment donné, il y a eu une inflation qui était énorme. Et comment on peut compenser du numéraire? C'est-à-dire que si on n'est pas en mesure de payer... Bon, je ne vais pas prendre l'exemple des 500 000 Américains, mais je ne sais pas quel d'ailleurs serait intéressant d'avoir les fourchettes de prix en ce qui concerne le marché français, mais comment on peut compenser des demandes de salaire qui peuvent paraître exorbitantes? Quelles sont les recettes pour compenser peut-être en qualité de vie, le fait qu'ils puissent vivre à Montpellier plutôt qu'être à Paris? Enfin, je sais pas, je pose la question comme ça. Comment ça se gère? En vérité, les techniciens, qu'ils habitent à Paris ou pas, maintenant les salaires ils changent pas. Ils peuvent décider d'habiter à Montpellier dans le Larzac, ils seront payés le même prix. J'ai l'impression que ça s'est aligné. Voilà, mais ça, d'accord. Et non, mais par contre, nos responsabilités à nous... Et est-ce que c'est normal d'ailleurs? C'est pas normal, mais c'est... Non, mais t'as pas le choix. Ouais, mais c'est comme ça. C'est l'offre et la demande. C'est qu'en fait, s'ils sont, entre guillemets, sans être des génies, s'ils sont bons, je suis d'accord, en fait. On va les laisser s'installer où ils veulent, parce que quelque part... Non, et puis pour le coup, ce qu'on a vraiment constaté, c'est que qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient à Montpellier, finalement, ça ne nous change pas grand-chose. Oui. On les paye le même prix, mais par contre, leur productivité, elle n'a pas changé. Qu'ils soient à Paris ou à Montpellier, ils se sentent peut-être un peu mieux dans leur peau, tant mieux pour eux. Et finalement, pour la boîte, ça ne change pas énormément, pas tant que ça. Tout à fait. Par contre, là où notre responsabilité, c'est aussi de lutter quand on sent que le salaire qu'on nous demande ou les TJM qu'on nous propose
sont complètement ahurissants en fait. Évidemment, le marché il évolue, évidemment, il augmente le prix, mais c'est pas pour autant qu'on doit se permettre d'accepter n'importe quelle proposition. Ouais. Quand on a des développeurs juniors qui sortent d'école et qui sont payés un TJM ahurissant ou que des ESN nous les proposent ce TJM, ou alors un salaire qui est ahurissant, on a le droit de dire non quand même. Notre responsabilité, c'est aussi de dire non à cette fluctuation du marché complètement débile. Et qui est responsable de cette fluctuation? C'est les acteurs américains? C'est quoi? Oh là là. Je pense qu'il y a trop de paramètres, mais je pense qu'il y a, sans être dans la philosophie, je pense qu'il y a une responsabilité, c'est pas sociétale, mais c'est juste, même pour les jeunes qu'on embauche et pour ceux qui sont dans nos équipes, c'est pas logique. C'est-à-dire que ceux qui sont là depuis 5 ans, ils n'ont pas à subir quelque part une forme D'injustice. d'injustice. Ils sont pas au bon moment. Non, je pense qu'il y a... Alors, je suis d'accord, on porte ça, c'est une responsabilité qui n'est pas toujours facile à porter, parce qu'en fait, tu fais des choix, parfois tu es obligé de dire non, alors tu dis, c'est dommage. Mais oui, après, la cohérence, c'est hyper important, tu es obligé d'avoir une cohérence, sinon tu pètes les équipes. Hein. Sur le marché, Michel, sur le qui porte ça, enfin, je pense que c'est l'offre et la demande quand même, hein, principalement. Enfin, sur la data, il n'y a pas photo. Hein. C'est, à un moment donné, il y a une demande qui est extrêmement forte et il n'y a pas... Ouais. Je pense qu'en France, du coup, quelque part, on paye, on va pas dire ça, parce que moi je suis assez fier de ça, mais c'est le succès de la French Tech, du fait qu'il y a beaucoup d'investissements dans des startups françaises, à Paris en particulier, mais partout en France, qui rayonnent, parce que la société est basée à Paris, mais en fait les développeurs sont partout en France. Oui, et puis les fonds ne sont pas obligatoirement français. Et les Français sont ça. Mais donc, c'est quelque part, il y a une force d'attraction en ce moment. J'espère qu'elle durera sur ce marché français qui fait que tu embauches quelqu'un à Rennes, à Montpellier ou à Paris, ça reste dur. Ouais. J'ai vu l'autre jour, il y avait un chiffre, il y a quelques jours dans Time Sign Off, je crois que les levées de fonds en 2022 en France, c'était plus 5% par rapport à l'année précédente, alors que dans toute l'Europe, ça a baissé. Donc le marché français, il aspire l'argent. Ouais. Donc cet argent, il va où? Il va dans les salaires après. Est-ce que c'est pas aussi un rattrapage d'un retard qu'avait pris la France? Non, parce que ça fait longtemps ça en fait. D'accord. La French Tech, c'est pas récent, hein, c'est pas l'année dernière. Non, bien sûr. Ça fait 5 ans, 10 ans que ça dure. Hein. Il y a plein d'autres pays de taille quasi similaire où il se passe rien en tech. Hein. Tu prends l'Espagne, c'est un peu plus petit, mais il se passe rien. Il y a rien en Espagne. En France, dans chaque catégorie, tu as 5 boîtes, hein, minimum. C'est dingue. Par rapport à la taille du marché, c'est dingue. Mais ce qui contribue inévitablement aussi à faire augmenter les salaires des techniciens en France. Quand tu as des levées de fonds si importantes comme on a eu en 2022, et des startups qui doivent scaler énormément et recruter des centaines de développeurs et qui les pompent sur le marché, fatalement, ils leur proposent des beaux salaires. Bon, on a vu quand même que fin 2022, début 2023, la tendance est largement inversée et qu'il y a eu aussi des layoffs. Et je pense que ce qui manque notamment aux développeurs assez juniors, c'est la capacité à avoir un peu de recul et à se dire attention, le marché, il n'est pas non plus extrêmement stable. Je peux demander un TJM hyper haut maintenant, on peut me le... Taux journalier. Taux journalier. Okay. Et donc je peux demander un salaire très élevé ou un taux jour très élevé. Mais déjà, on peut me le refuser. Et puis, si on me l'accepte maintenant, c'est pas pour autant que la mission suivante, en fait, il va être aussi élevé. Ou alors que si je le propose, je vais carrément pas trouver de boulot, quoi. Mais tu demandais ce que c'était qu'un taux journalier moyen. C'est aussi une des variables d'ajustement, c'est que c'est un monde qui est un monde de freelance maintenant. Donc du coup, une des variables d'ajustement, c'est le temps que tu décides d'allouer à une mission particulière. Ça peut être des longues missions, des coûts pour voir ou des missions très courtes et on accepte des prix plus ou moins différents aussi. Je pense qu'il y a ça qui joue, que nous on voit de l'intérieur tout le temps, qui est pas forcément visible de l'extérieur et qui parfois biaise le marché parce que du coup c'est fluctuant tout le temps et c'est parfois nourri de paramètres pas tout à fait concrets. Sur certains métiers aussi, ce qui est un peu compliqué, tu disais qu'il y a la loi de l'offre et de la demande, je suis tout à fait d'accord avec toi. À ceci près que les métiers à la mode nous ont aussi beaucoup fatigués, quoi. Je veux dire, la data, on a eu des pépites géniales, et puis tout d'un coup, tout le monde s'est dit, je vais faire de la data. Qu'est-ce que c'était épuisant de faire le tri dans... Gens qui ont fait des prédits. Ouais. Oui, et puis il y a eu un Master Data Science. Voilà, c'est comme tout le monde veut devenir influenceur chez les jeunes de moins de 20 ans. À un moment donné, il y avait tout le monde voulait devenir un data scientist et il y avait tout, quoi. Il y avait des formations en 3 mois pour devenir data scientist. Là, tu dis il y avait, c'est-à-dire que c'est plus le cas Non, aujourd'hui. il y a toujours, mais ça s'est un peu essoufflé. Mais il y a eu aussi cette manne. Ils sont devenus devs depuis. Où ils en sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de place, qu'il y avait un Eldorado projeté, mais qui n'était pas tout à fait réel, quoi.
Et puis de savoir aussi si leur niveau de formation était au niveau des exigences réelles du marché. Donc, ça, c'est encore une autre question qui est quand même. Parce que je pense qu'il y a, pour le coup, il y a un vrai Eldorado pour des vrais data scientists. Ah oui. Ouais. Ouais. Je pense d'ailleurs que le métier de développeur a plutôt du souci à se faire. Oui, certainement qu'on en parlera dans l'une des questions qui va venir. Alors, On veut piéger. les nominés sont 2023, quel techno-killer à ne pas rater? Un killer de techno, du coup. Ou inversement, killer de techno. ChatGPT. Ou killer de tech. Ouais. CTO. La réponse est toute trouvée. Hein. La réponse est toute trouvée. Pour moi, c'est évidemment les moteurs de langage. On parle beaucoup de ChatGPT, mais ça veut dire que derrière, c'est du moteur de langage qui existe déjà depuis un bon moment, mais qui est une innovation majeure. Il y a un avant, un après. On est tous en train d'en parler. Mais en fait, pourquoi? Parce que contrairement au NFT ou à la blockchain, là, on voit un cas d'usage très concret, que monsieur et monsieur et madame tout le monde peut comprendre. Exactement. Et touche du doigt. Exactement. Ah, mais ça, c'est essentiel. Et oui. Je vous le confirme qu'au lycée de ma fille, ils l'ont tous très bien c'est touché. sûr. D'un peu trop près, même. Donc oui, là, on a un cas d'usage extrêmement frappant, extrêmement bluffant, qui parle à tout le monde. Et je pourrais toujours essayer d'expliquer à ma grand-mère le NFT, je pense qu'elle comprendra jamais. Alors que ChatGPT, je peux lui expliquer, je peux même lui montrer comment ça marche. Là où on saisit pas encore tout à fait, c'est les impacts que ça va avoir sur nos différents business et sur le business en général, mais il y a clairement un avant et un après. Le métier de développeur a du souci à se faire parce que en tout cas, il va évoluer, c'est évident, parce que ChatGPT va apporter des outils, enfin ChatGPT, les moteurs de langage vont apporter des nouveaux outils pour que les développeurs fassent leur travail différemment. Et donc, du coup, il va falloir aussi développer ces outils pour que les développements soient plus automatisés, facilités. Et ça, c'est pour ça que moi, je parie plutôt vers une transition du métier de technicien-développeur vers les métiers de la data science pure, data engineering, data science, data ML, data ops. Pour créer tout ce nouvel écosystème. Une marque, peut-être demain, décidera simplement fais-moi un site avec tel header, avec de la subscription dessus, tu me branches Google Sign-in, puis c'est fait, quoi. Est-ce que tu disais que les métiers de développeurs allaient évoluer? Est-ce que c'est cette notion aussi de ce qu'on appelle le zéro code ou le code zéro? Enfin, je sais pas. Le no-code? Le no-code, Alors, voilà. Le no-code, c'est typiquement le bon exemple du buzzword. On en a parlé pendant... Mais très intéressant. On en a parlé pendant des mois et des mois, là, jusqu'à maintenant. Là, ça commence à être un peu fadasse parce qu'on parle de ChatGPT qui, là, pour le coup, donne une dimension au no-code qui est une vraie dimension. Alors moi, je sais pas ce que c'est que le no-code. Ah, voilà. Le no-code, mais en si fait, ça se trouve, c'est juste un buzzword que j'ai raté, c'est peut-être pas très grave. T'as rien loupé. Non, mais c'est un buzzword, c'est une vague qui véhicule l'idée qu'on peut développer des applications ou des sites web en mettant en œuvre très peu de code informatique et donc essentiellement avec des outils qui sont bien faits. Donc, l'exemple du no-code, c'est Notion par exemple. Tu peux créer des sites web intranet mais qui ont de la logique, qui ne sont pas juste des sites web de contenu, mais avec pas mal de possibilités d'interaction avec des workflows. Tu as Airtable aussi, qui est une application qui est basée sur des feuilles de calcul qui permet de faire quasiment un système de gestion. Mais c'est un peu court. Ouais, c'est très adapté effectivement à des entreprises qui ont des sujets de gestion peu complexes, donc de small and medium business, mais dès que tu es dans des sujets, des sites web, des médias, des opérateurs télécoms, des télés, c'est pas de no-code. Alors que ChatGPT, ça peut avoir C'est une évolution, c'est quand même une évolution, mais des CMS en fait, tu vois. Le no-code, c'est tu as des nouveaux outils pour faire des trucs hyper sympas sans avoir spécialement à coder. Et alors, c'est sûr, on avait WordPress, on avait Drupal, maintenant on n'en parle plus, on parle de nouveaux outils type Webflow, Flutter Flow pour construire des applications mobiles facilement sans avoir à coder. Donc c'est des choses qui existaient déjà, mais il y a une nouvelle dimension. Donc c'est plus sympa quand même à utiliser, c'est vrai. Après, il n'y a rien de nouveau vraiment, tu vois. Alors qu'avec l'IA qui va venir compléter cette formule, là, ça va plus être la même. Ça va plus du tout être la même, parce que là, pour le coup, est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de développer? Probablement, hein, mais différemment. On sera dans des sortes de mathématiques fondamentales, enfin entre guillemets. Pour ceux qui codent ces IA, bien évidemment.
pour ceux qui développent c'est aussi bien les algorithmes que les intelligences artificielles qui vont aider à produire tout un tas de produits, évidemment. Mais après, pour ceux qui les utilisent, non. Au contraire, il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir des notions de développeur, de programmation. Et ouais, peut-être que tu peux développer une app relativement complexe, simplement avec des instructions sobres. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense que ça dépend toujours, il n'y a pas blanc-noir, ça dépend des cas d'usage qu'on souhaite adresser. Et moi, ce que je vois évoluer, par exemple, sur la data science, c'est que au départ, beaucoup d'entreprises ont dit qu'il nous faut beaucoup de data scientists. Et puis, des outils tels que Google ont permis assez rapidement à des gens qui ne sont pas data scientists de faire de la data science. Et on n'a pas besoin d'une expertise. Un data scientist, il fait des modèles, il modélise, et du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours quelque chose d'extrêmement tricky, précis. Voilà, on peut très bien modéliser des choses et garder, pas être hyper précis. Et du coup, c'est vrai que je me souviens qu'il y a un moment, il fallait rivaliser sur son nombre de data scientists. Oui, mais on en avait beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment derrière nous. Il y a un moment. Alors toi, t'as 4 data. Ouais, clairement. Exactement. Et moi, j'étais 10 data scientists plus 4 data scientists. Et donc, du coup, tu auras toujours besoin du data scientist expert pour faire des choses, à un moment donné, quelque chose de très précis que la machine ne pourra pas faire ou qu'on ne permettra pas de faire. Par contre, il y a pas mal de choses, et selon les typologies de cas d'usage, qui peuvent être faites maintenant quasiment automatiquement. Genre, en une ligne de code dans BigQuery, qui est un outil de Google, tu peux modéliser très facilement, et des gens qui n'ont pas fait, qui sont pas docteurs en maths le font sans problème. De code écrite par ChatGPT en plus. Hein. En plus. Donc, je pense, et sur le no-code, alors il y a aussi un truc entre les deux, ça s'appelle le low-code. Ouais, ça veut dire qu'on est entre les deux. On n'est pas dans le no-code et on n'est pas là. Et voilà. Et moi, je connais des gens qui ont développé des produits sur le marché aujourd'hui qui adressent du B2B, et ils l'ont fait en low-code et ça marche très bien. Et ils ont une solution qui marche bien. Donc, sans une expertise. C'est quoi les exemples de boîtes que tu... Des concurrents. Non, c'est ma curiosité. C'est le geek qui pose la question. Ouais, c'est ça. Ah, tiens. D'autres, mis à part ChatGPT, d'autres technos? Ce que vous décrivez, c'est les développeurs, soit ils vont faire plus simple, soit ils vont faire plus compliqué en fait. C'est en gros, soit tu vas développer des outils de plus en plus sophistiqués, soit ils vont aller vers des usages en piochant dans des choses qui existent déjà en fait. C'est ça. Ouais, soit tu auras ton binôme, sans être comme dans le film Elle où tombe amoureux de son IA. Mais je pense que demain, tu auras, je vois bien des binômes, un développeur et son IA qui font un parcours ensemble et voilà. Parce que aujourd'hui, un ChatGPT, c'est pas un avatar parce qu'en fait, ChatGPT, ça représente pas. Mais la grande force de ChatGPT par rapport à ce qui se faisait juste avant, c'est qu'il maintient l'historique de la conversation que tu as avec lui. C'est un des grands tout le monde se moque. Il apprend de toi en fait. Non, mais c'est Alexandre Kuhn, qui est ce Français qui fait partie des 3 qui ont inventé le deep learning, qui est chez Facebook. J'ai pas vu le tweet, mais il aurait mis un tweet sur Internet expliquant que il n'y a rien de nouveau chez ChatGPT, ça fait longtemps que ça existe. Oui. Bon. Et il y a quelqu'un qui aurait répondu, encore je l'ai pas lu, mais on m'a raconté ça aujourd'hui, je trouvais ça génial. Oui, c'est pareil, en 2007, Samsung, ils avaient tous les composants de l'iPhone chez eux. Ouais. Ils l'ont pas fait. En fait, c'est quoi la différence entre de la techno et un produit? Voilà, c'est un exemple. Exactement. C'est-à-dire que la techno de ChatGPT, apparemment c'est GPT-3, mais ça existait depuis assez longtemps. Mais c'était pas un produit. Et donc certainement qu'il y a plein de gens dans le monde, pas autant qu'aujourd'hui, mais qui savaient qu'il se passait quelque chose. Moi, j'ai compris qu'il se passait un truc il y a un mois, quand mes potes m'ont envoyé plein de messages sur WhatsApp, ils m'ont dit « T'as testé ce truc de dingue ?» Il y avait un produit. Voilà, il y a eu un produit qui est arrivé. Qui est ça. Et avec une adoption qui n'a jamais existé. J'ai vu une stat, en 2 jours, ils avaient 1 million d'utilisateurs, ce que même Netflix... Ça fait partie de la stratégie produit. Je pense que ça a été pensé, mais ça a été pensé des mois avant. C'est incroyable, mais le fond, la partie back, elle existait, évidemment. Elle existait. Alors après, ils sont allés plus loin parce que les modèles ont des milliards de paramètres et ils n'en avaient pas autant. Ils ont ingurgité tout Wikipédia, tout Internet quasiment. Donc, et la version prochaine arrive là encore, et ça va venir. Donc certainement qu'on aura des nouveaux produits, parce que pour moi, c'est le germe de plein de nouveaux produits dans plein d'industries, avec ces moteurs de langage.
Donc, effectivement, c'est sur 2023, je pense qu'on peut essayer de trouver plein d'autres idées de ce qui va changer la technologie. Nous, ça va pas forcément nous toucher tout de suite chez Manière Mix. On a des sujets qui sont plus liés à... Nous, dans la presse, ça peut nous toucher. toucher ouais. Il y a la crainte que ça nous touche, évidemment. Les journalistes, on la sont sent là, poindre. Heureusement, c'est déjà suffisamment critiqué. Hein, je veux dire, la courbe d'adoption et de critique et de mise en place de systèmes qui viennent détecter si c'est ChatGPT qui a écrit le compte, etc. C'est juste fantastique le rythme. Ouais. J'ai jamais vu. Ça crée des nouveaux besoins et des nouveaux tu vas business avoir des IA potentiels. qui vont détecter si voilà, un article a mais été t'imagines, écrit. en c'est 2 le moyen mois, temps. on a eu l'IA moi, Star j'ai et la plein, contre-IA pour les- aller vérifier. C'est génial. Plein les profs, dans le lycée de ma c'est fille, qui l'horreur. vont, qui du jour au lendemain ont vu un truc Le niveau des débarquer. réactions est monté. Ouais, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui font exactement la même rédaction parce que l'IA, elle dit à peu près tout le temps la même chose. Ouais, mais alors, d'après ce que j'ai Donc, cru voir de retour de profs, c'est que justement ça fait pas exactement la même rédaction. Donc toi, c'est pas, j'allais dire déjà la vague de lycéens précédents qui avaient compris que copier Wikipédia tel quel, ça allait finir par se voir, tu vois. Donc, mais qu'en revanche, des profs qui disent j'ai détecté des trucs où en effet je voyais des constructions similaires et je me dis il y a un truc bizarre quoi. Est-ce que ça va pas non plus aider, entre guillemets, les étudiants à faire un effort intellectuel pour éviter que ça se voit, justement, d'une certaine manière? À être un bon utilisateur de ChatGPT. Exactement. Mais c'est vrai. C'est ce que je dis. Mais non, Moi, c'est mais- le binôme qui va se former. Ouais, tu vois. C'est vrai. C'est- Mais comme être un utilisateur de ChatGPT assumé et faire du développement avec ou faire de la rédaction avec. De toute manière, tant que tu es transparent et que tu es éthique, enfin, c'est pas un problème. Quand tu es étudiant, c'est un peu plus délicat. Mais après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'examens qui se passent à domicile où tu as le temps d'utiliser Non, mais ChatGPT. c'est certainement que ça va changer la norme. C'est que je pense que Ah ouais. l'oral, les oraux vont devenir des pratiques beaucoup plus fréquentes pour sanctionner une compétence, un diplôme. Et c'est pas si mal que ça. Moi, je pense qu'on a un peu mésestimé les capacités Moi, orales. j'ai une pensée pour les profs. Sur le... Tu vois depuis un mois qui se dit je sais mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va être marrant, les bacs blancs, là. Moi, j'ai surtout une pensée pour une entreprise qui est au cœur de notre écosystème, et qui, je pense, est la première à être menacée par ça, c'est Google. D'où l'alerte rouge dont on parle souvent. Parce que moi-même, dans mon expérience, en tant que geek, quand j'ai une question technique, peut-être pas pour la vie courante, mais les questions techniques, je vais souvent sur Google poser ma question. Et le temps pour trouver la réponse, c'est souvent un peu long parce que j'ai acquis une expérience moi-même. Mon binôme avec Google, au bout des années, m'a permis de savoir où est-ce qu'il fallait que je clique pour aller trouver la bonne réponse. Et j'y vais plus. Évite les annonces. Oui, ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Pour les questions techniques et même pour les questions de la vie courante, sur comment tu accordes un mets avec du vin, j'ai l'habitude d'aller sur Google, là, je pose la question à ChatGPT, il m'explique les accords entre l'agneau et le vin. Donc je pense que Google, mine de rien, Super. c'est quand même l'acteur majeur de l'écosystème du digital, de la data, du big data. Après, Stéphane, ils vont intégrer ChatGPT dans les moteurs de recherche. Je sais pas, ça va être intéressant. Plus le Bing en parle. Non, mais alors, c'est surtout Non, Microsoft. mais on va voir en termes c'est eux de qui vont produits, financer OpenAI. c'est quoi l'expérience qu'il va proposer? Parce que le cœur, c'est une entreprise qui, depuis sa création, quelque part, cherche à se sortir de l'ornière stratégique dans laquelle ils sont, qui sont hyper dépendants des liens sponsorisés. Il n'y a pas de liens sponsorisés dans ChatGPT. Pas encore. Pas encore. Je pense qu'ils n'en mettront pas. Enfin, je sais pas, on verra. Ça sera intéressant. Pour l'instant, ils n'ont pas le modèle économique. Ils vont Ouais. dire, Ouais. il va falloir qu'ils en trouvent un. Ouais. Alors justement, c'est tout ça qui va être, à mon avis, un vrai sujet de... Ce que disait le fondateur, c'est qu'il allait justement demander à ChatGPT quel modèle économique C'est il devait ça. faire. Mais il était très sérieux, il a dit en audience, et ça a fait marrer tout le monde. Il a dit, mais non, mais en fait, je suis très sérieux, je vais demander à l'IA de dire qu'est-ce que je dois faire. Ça c'est un CTO, influenceur business, il Ouais. est communicant. Ouais, c'est ça. Il a un très bon agent, je pense. Ouais, c'est ça. Et avec un très bon agent. On va... J'ai vraiment adoré échanger avec vous. On n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir ces temps de débat, de questionnement, d'échange, voilà, et c'est vraiment une expérience que j'ai envie de reproduire. Ça fait beaucoup de bien.
Voilà, donc j'ai bien dégusté. Merci Priya, de ton point de vue, Sacha. Non, mais très 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 agréable. En effet, j'ai particulièrement bien aimé les petits choux qui sont arrivés à la fin. C'était délicieux. Le vin était Tu m'as convaincu. super. On va les goûter. Ah oui, c'était un dîner délicieux et surtout vraiment ravi d'avoir discuté avec vous, de vous connaître pour la plupart que je ne connais pas. C'est toujours enrichissant d'échanger sur nos différents métiers. C'est comme ça qu'on apprend aussi. On disait tout à l'heure qu'il fallait rester à la page, mais c'est justement pendant ces moments-là où on apprend beaucoup. Donc merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir. Gaël? Non, pareil, je pense que c'était hyper intéressant d'avoir des fonctions différentes, de voir un peu entre tech, publisher, de voir même des positions différentes à l'intérieur de chaque entreprise, de voir comment on peut essayer de faire avancer les choses. Il y a pas mal de trucs à faire. Il y a effectivement les techno-killers, il y a l'influenceur, ainsi de suite. Il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants à faire. Merci Gaël. Je te laisserai Stéphane le mot de la fin tout à l'heure. Yann, ton expérience du dîner? Très agréable, super content d'avoir participé. Effectivement, hyper intéressant d'échanger avec des points de vue un peu différents, des entreprises, des contextes un peu différents, des points de vue un peu différents. Donc c'était hyper agréable, hyper sympa. Et puis on a pris le temps, et c'est vrai que on n'a pas trop le temps dans nos métiers, et donc prendre le temps de discuter, et d'échanger, de s'écouter, c'est très agréable. Et en tout cas, très, très, très heureux d'avoir été invité, d'avoir pu participer à cette soirée. Merci Yann. Philippe? Très agréable, je suis d'accord, et c'est le bon mot. Très agréable parce que, on le disait, il y a cette dynamique tech et française, et elle est aussi un peu autour de cette table. Il y a des idées, il y a des convictions, il y a des partis pris, on a des sujets communs, on a des approches différentes, mais il y a une dynamique, je trouve, qu'on arrive à sentir dans nos différents sujets, je pense. Après, justement, il faut faire en sorte de ne pas rester là, de pas être largué là. C'était quoi la première question? On reste à la page. Il faut rester à la page, quoi. C'est ça, moi. Merci Philippe. Jérôme, de ton point de vue? Moi, j'ai adoré le format, l'ambiance hyper détendue et voilà. Et donc ça, c'est hyper agréable parce que c'est quand même pas toujours le cas. Et puis les questions qui étaient finalement un peu plus, on m'avait dit un peu philosophique, ou en tout cas, c'est super parce que c'est pas forcément les questions sur lesquelles on va se poser des questions justement traditionnellement. Donc le format plus les questions, ça fait une belle soirée. Merci en tout cas. Merci Jérôme. Stéphane, tu as le mot de la fin. Merci à tous. Je suis très heureux en fait de vous avoir accueilli aujourd'hui, parce que le sujet c'est la tech. Moi, quelque part, je vis un peu pour la tech, même si je ne fais pas ça tous les jours. Je pense qu'au travers des questions, on a vraiment bien réussi à aller creuser des sujets qui n'étaient pas des sujets, on va dire, classiques de la tech, et ça permettait aussi je pense, d'expliciter le rôle du CTO ou le rôle des personnes qui font vivre la tech. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, c'est comment on fait vivre la tech dans un écosystème, dans les entreprises, dans l'économie française, européenne. On a aussi touché du doigt quelques petits sujets où on sent qu'on a des responsabilités en tant que CTO. Et puis, on a, à mon avis, plein de choses à découvrir. On vit un moment, je pense, c'est un moment rare dans l'histoire de l'humanité, de la tech, où on commence à voir des choses qui nous dépassent. Enfin, je pense qu'en particulier, il y a eu 2 expériences pour moi assez troublantes cette année. En septembre, avec l'arrivée de Stable Diffusion, qui est la création d'images à partir de textes, qui préfigurait un petit peu ChatGPT. Et donc maintenant, on peut se dire, mais est-ce qu'on va vraiment vivre un truc encore plus fort que ça? Je sais pas. Mais on vit une période formidable où il se passe plein de choses, et donc j'espère que ce dîner aura permis aux personnes qui nous regarderont de dire que la tech c'est cool. Effectivement, c'est pas que des geeks, mais c'est aussi des geeks. Que c'est un travail de conviction, c'est un travail de passionné, que c'est un travail où on fait de l'influence, où on peut être très bon sans être une star. Voilà. Donc je pense que
Si des gens qui nous regardent ont compris ça, c'est cool.